Le jour où j'aurai des enfants, j'espère que le premier mot de mes enfants ne sera pas maman. J'espère que ce ne sera pas papa. J'espère que ce sera Scott Boras. Mais là, 700. Oui, vas-y. non, j'allais juste te corriger. Il faut quand même que le Mhm. premier mot, ça soit baseball. Parce que si tu joues au hockey Mm, puis tu as Scott Boras comme agent, ça ne t'avance pas à grand-chose. Mais si tu Je joues au comprends. baseball, c'est là que c'est payant. Je comprends. Moi, j'ai pas encore d'enfants, c'est très hypothétique. Toi, Sébastien, tu as 2 enfants, l'âge du premier mois est passé, mais ce que tu peux faire encore parce qu'ils sont encore jeunes, là, demain matin, tu mets ton cadran à 4h30 puis tu amènes tes enfants frapper dans une cage de frappeurs. Là. Non, non, mais c'est déjà fait. Là, depuis, OK. depuis dimanche, il n'est pas allé à l'école. Il fait Je juste comprends. frapper. Il est attaché, il fait juste frapper des balles. Je le nourris une fois de temps en temps pour avoir de OK. l'énergie, mais il fait Oui, juste frapper des balles. Là. je comprends. L'école, c'est fini, c'est pas important, ça. Non, c'est ça. Tu sais, Non, si tu fais 765 millions, tu peux être illettré si tu veux, et c'est pas voilà. important. Moi, je pense que dans la cage, vraiment, des frappeurs, il faudrait que tu installes une photo de Steve Cohen aussi, là, tu sais, pour garder un œil sur l'objectif. Là. Oui, ben Cohen et Boris, les deux, là. OK, Oui, je oui. comprends. Parfait. Écoute, on vient de trouver la recette du succès pour essayer de battre un jour le contrat de 765 millions de dollars signé par Juan Soto chez les Mets de New York. Hey, Sébastien, je t'ai même pas demandé comment ça allait, puis je pense que cette semaine, c'est important. Comment ça va, Sébastien? Ben, beaucoup moins bien que Juan Soto, là. Oui. Oui, ça c'est sûr et certain. Surtout qu'il est allé avec l'ennemi, là. Ouais. Ouais. C'est pas Aurais-tu aimé facile. mieux Boston? Non, non, OK. non, T'aurais vraiment aimé pas. mieux les Non. Yankees? Oui, j'aurais mis les Yankees. Tu sais, je le voulais pas dans la division, là. C'est sûr que s'il Ouais. partait des Yankees, je voulais pas l'avoir à Toronto, je voulais pas l'avoir à Mhm. Boston. Il serait pas allé à Baltimore ni à Tampa Bay, là, mais tu sais, au moins, on l'affrontera pas. Alors, on ne repartira pas là-dessus parce que là, c'est pas 19 fois par année, là, c'est beaucoup moins, mais on C'est l'affrontera. 14. Oui, c'est Quel ça. chiffre de merde. Au moins, on n'aura pas à l'affronter autant de fois puis améliorera pas un club de la division, mais quand même, ça fait un petit peu mal. Je comprends. Mais une série mondiale Yankees-Mets, ça va Et, frapper différemment. Là. boy, ça serait un zoo. Ouais, hein? On Ouais. pensait que c'était le fun, Yankees-Dodgers, cette minute-là. Ah On non, n'a pas non, compris. non, c'est à un autre niveau, là. Ouais. Oui. Il y a Yannick ici qui nous dit, qui nous l'avait dit, Juan Soto avec son ami Lindor. Euh, Sébastien, pour ma première question, j'ai pas de question. Parle de ce que tu veux. Parle-moi de Soto. Vas-y. Comment tu te sens? As-tu terminé de pleurer? Parle-moi de Soto. J'ai pas de question. Vas-y. Ben, le pire dans tout ça, c'est que nous autres aussi, on l'avait un peu dit parce que je m'attendais à ce qu'ils finissent avec les Mets. Moi, c'est Mhm. plus la façon que ça s'est passé. Je croyais pas que les Yankees iraient si loin dans leur offre de contrat. Ils n'étaient pas En les effet. seuls. Les Blue Jays étaient au même niveau ou presque. Tu sais, je pensais que les Mets seraient vraiment au-dessus de tout le monde, puis que là, Soto n'aurait pas le choix d'y aller avec les Mets parce qu'on le sait, il est à l'argent, il a le droit, mais je pensais que la décision allait être beaucoup plus évidente. Là, on était beaucoup plus proches, puis quand même, Juan Soto est allé avec les Mets. Moi, c'est plus ça qui fait mal, c'est plus ça qui, tu sais, moi, je m'attendais à ce que si on était prêts, les deux équipes de New York étaient prêts, Juan Soto serait de retour avec les Yankees, avec tout ce qu'il a vécu, avec ses coéquipiers. Là, c'est vraiment pas ce qui s'est passé. Aujourd'hui, en conférence de presse, il dit qu'il n'a pas parlé à aucun de ses coéquipiers depuis la fin de la saison. Je ne sais pas s'il y a quelque chose dans ça qui s'est passé. Il y a plusieurs choses qui ont sorti aussi, qui voulaient avoir une suite au Yankee Stadium. Les Yankees ne voulaient pas parce qu'Aaron Judge paye sa suite, que Derek Jeter la payait, Garrett Cole paye la sienne. C'est plein de petites choses un petit peu bizarres qui ne devraient pas avoir nécessairement de poids dans la balance, qui ont l'air à en avoir eu. Et finalement, ils se retrouvent avec les Mets. Parlons-en justement de l'histoire de la suite parce que moi, ça, tu sais, évidemment, il y a beaucoup de proportions à ça. Puis Brian Cashman a dit il n'y a pas un joueur qui prend sa décision juste en fonction de la suite. Là. Non. Ça, je suis d'accord. Puis paye Euh, là ta suite. ben, ça, oui, mais moi, mon point, c'est, tu sais, les Yankees qui disent ah, ben écoute, Aaron Judge paye sa loge, puis Derek Jeter paye sa loge, puis Garrett Cole paye sa loge. Ouais, mais savez-vous qu'est-ce que ces gars-là n'ont pas eu, même combiné? Une offre sur la table de 760 millions de dollars. Tu sais, ça se peut que tu changes certaines affaires quand tu fais une offre pour laquelle tu es inconfortable. Puis même pire que ça, moi, ce que je trouve, là, c'est que
sais, on parle des offres qui sont proches, puis c'est vrai, 760, 765. Mais dans les faits, il y a tellement d'affaires aussi dans l'offre de Cohen. Tu sais, il y a la loge, il y a 4 billets premium pour chaque match. J'ai pas la valeur de 4 billets premium pour chaque match plus une loge pendant 15 ans, mais Sébastien, on est d'accord pour dire que ça vaut quand même plusieurs millions de dollars. Il y a l'option qui permet d'ajouter un 40 à l'offre qui peut monter ça à 805. Il va avoir une suite au lieu de juste une chambre d'hôtel sur la route. Probablement que les Yankees l'offrent aussi parce que ça existe dans le baseball majeur, mais c'est plein de différences qu'on ne sait pas. Pour moi, la différence n'est pas juste de 5 millions de dollars, mais probablement de beaucoup plus que ça. Puis surtout, moi, si je suis les Yankees, y offrir une loge, là, c'est parce que ça ne compte pas sa taxe de luxe. Fait que Non, pourquoi ils ne donnent pas plein d'avantages comme ça au lieu d'essayer de sortir de ne pas sortir du carcan de je suis les Yankees de New York puis je fais les choses à ma façon? Ben, tu vas y faire à ta façon, Sébastien, mais sans Juan Soto. je comprends ton point aussi. Je pense que tu peux lui donner beaucoup de choses, mais à partir du moment où Aaron Judge paye sa suite, les deux sont dans la même formation. C'est pas vrai que ton MVP, ton capitaine, va payer la sienne, tandis que. Ouais, mais le capitaine gagne Le... 40 par année, puis Je Soto, il en comprends. aurait gagné 50. Tu sais. Oui, je comprends, mais on voit la différence entre les deux joueurs aussi. Puis Évidemment. je comprends aussi que Évidemment. Judge avait l'historique et là depuis plusieurs années, a le Ouais, titre de capitaine et tout, mais il a pris moins d'argent pour rester à New York, tandis que Juan Soto, absolument. c'est complètement l'inverse. Mhm. Pour revenir à la suite, puis aux autres choses qui sont alentours, ton point est bon, mais il faut quand même qu'il y ait un certain équilibre entre les joueurs que tu as dans ton organisation. Tu dois trouver d'autres façons d'attirer les joueurs. Mais c'est ça qui est dur à évaluer. Je ne sais pas jusqu'où ça a eu un impact dans sa décision. Mhm. Steve Cohen disait que au début de la fin de semaine, il pensait que les Yankees avaient l'avantage, a fait un appel, ça a supposément changé les choses. Et par la suite, les Yankees n'ont pas eu le dernier mot. Ça aussi, ça m'en dit beaucoup sur la volonté de Juan Soto de revenir avec Mhm. les Yankees. Si Steve Cohen t'appelle puis que tu veux rester avec les Yankees, ben, tu leur donnes une dernière Ouais. chance. De peut-être égaler l'offre, de rajouter le 40 millions dont on parle, Mhm. puis d'ajouter d'autres petites choses, mais il ne l'a pas fait. Il a pris sa décision tout de suite ou presque. Donc, ben, comme tu l'as dit, c'est plein de petites affaires qui ont fait qu'il a pris sa décision. Je pense qu'il y en a qui sont importantes, d'autres peut-être moins. Écoute, il y a une partie de moi qui pense que c'est vraiment comme à l'argent aussi, tu sais, qui a signé. De l'autre côté, tu sais, il y a tout, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aspects qui Oui, rentrent en ligne de compte. Puis, tu sais, tu l'as dit, le fait qu'il n'ait pas donné la contre-offre me laisse croire que c'était peut-être pas nécessairement juste une question d'argent. Oui, il y avait ouais, l'argent, je ne dirais pas le contraire, ouais. mais que justement, peut-être qu'il s'enlignait sur les Mets. Est-ce que tu penses que, il aime peut-être mieux le futur des Mets que le futur des Yankees? Puis je parle du futur des jeunes, puis aussi le futur de Steve Cohen. Tu le sais qu'il n'aura pas peur de mettre l'argent dans ses poches. Al Steinbrenner, je ne dis pas qu'il est cheap, là, il a fait une offre qui est quand même très compétitive, mais je veux dire, tu sais, il n'est pas aussi fou, puis je vais le dire dans le bon ou dans le mauvais sens, comme tu voudras, que son père l'était. Steve Ouais, non. Cohen ressemble beaucoup plus à George Steinbrenner, puis peut-être que ça appelle à Juan Soto. Peut-être qu'il a peur du corps de l'équipe qui est vieillissant avec Garrett Cole et Aaron Judge qui a été aucunement bon en séries éliminatoires. Judge, peut-être que c'est un aspect de tout ça aujourd'hui, puis que justement, il s'est dit moi, mon premier choix, c'est les Mets. Puis si j'ai l'offre que je veux, justement, je n'irai pas avec le dernier droit de réplique aux Yankees, même si j'étais là l'an passé. Ça se peut que ça fasse partie de l'équation aussi. Là. Sûrement aussi. Par contre, ça reste hypothétique. On le sait que les Yankees, même si le noyau est vieillissant, ils vont faire des acquisitions pour gagner. C'est pas vrai que les Yankees vont terminer dans les bas-fonds du baseball majeur. Ça n'arrivera pas. On l'a vu avec la signature de Max Fried, qu'on va parler un petit peu plus tard. Les Yankees vont être là dans les prochaines années, peu importe l'âge de leurs vétérans. Puis il faut aussi regarder, oui, il faut regarder vers l'avenir, il faut aussi regarder le passé. Les Mets de New York qui n'ont pas gagné grand-chose dans les dernières années. Absolument. Sans Steve Cohen, avec tout l'argent qu'il a mis il y a 2 ans, ça a été une catastrophe. Yeah. Donc, est-ce que cette équipe-là est capable d'être bien gérée? On ne le sait pas. Juan Soto prend le risque. Ça lui appartient. Mais je ne suis pas prêt à dire que le futur des Mets est si supérieur à celui des Yankees. Ça risque de se ressembler à long terme. Là. On a de l'argent, on a des jeunes. Les Yankees, oui, le système de filiale n'est pas nécessairement le meilleur, mais on avait 2 finalistes à la recrue de l'année aussi. Fait que, il y a plusieurs facteurs qu'il faut regarder. Puis Juan Soto a pris
meilleure décision pour lui, je présume, parce que, tu sais, au final, ça a été ce qu'il a décidé. Matt ici nous demande Juan Soto, sa décision est seulement par l'argent. Est-ce que la décision est pareille s'il ne remporte pas la Série mondiale avec les Nationals? Je trouve que c'est un point de vue qui est intéressant. Écoute, la réponse officielle, c'est la décision aurait été la même parce que Juan Soto a dit en conférence de presse je pense que mes chances de gagner la Série mondiale sont meilleures avec les Mets, sauf que Sébastien ne dira pas le contraire. Là. Mais on Non, c'est s'entend ça. que ça, j'en prends puis j'en laisse. C'est pour ça que je trouve que la question de Matt est intéressante. Vraiment, avec le point de vue de 2019, il était jeune, c'était pas encore son équipe à lui. Là, cette Série mondiale-là, on va l'identifier beaucoup plus à un gars comme Max Scherzer ou le comité de lanceurs qui a réussi à tenir le club à bout de bras. Ouais. Mais la question est intéressante, donc je la pose. S'il ne gagne pas la Série mondiale en 2019, est-ce qu'il signe avec les Mets cette semaine? Je pense que oui. Je pense qu'au final, il aurait pris la même décision. Ça fait déjà un petit bout. Juan Soto, c'est un jeune vétéran. C'est parce que ça fait longtemps qu'il est dans le baseball majeur. Donc oui, il a remporté son championnat, mais il veut continuer à gagner. Puis pour lui, sa meilleure chance, c'est avec les Mets. Si on fait encore un petit bout de chemin là-dessus, est-ce que tu as une meilleure chance de gagner dans la même ligue que les Dodgers que tu vas affronter plusieurs fois, qui eux aussi ont de l'argent à dépenser, on l'a vu. Sortir de la Ligue nationale, ça ne sera pas facile là, pour les Mets. Peu importe. Présentement, on le sait qu'ils ne sont pas de calibre, même en ajoutant Juan Soto, on le sait qu'ils vont faire des acquisitions, mais même en faisant des acquisitions, ce ne sera pas facile parce que à la minute où les Dodgers vont avoir une lacune ou un besoin, il va être comblé. Donc, ça ne sera pas facile. Il va falloir qu'il travaille, puis il va avoir de la pression aussi en allant avec les Mets, plus qu'il y en aurait eu en restant avec les Yankees. Un petit peu, je vais mettre ça entre guillemets, dans l'ombre d'Aaron Judge. Ça aussi, tu parles de l'ombre d'Aaron Judge, puis il y a Oli ici qui nous mentionne Soto veut toute la place et avec Judge, c'est du 50-50. Là, il va avoir toute l'attention avec les Mets. Clairement, il avait l'air d'être à son aise avec Aaron Judge, là, à moins qu'il ait été un grand acteur pendant un an de temps, mais il avait l'air sérieusement d'avoir une belle relation. J'ai dit ça en joke, là, honnêtement. Là, je pense qu'il y avait vraiment une bonne relation avec Judge. Oui, je pense qu'il veut avoir de l'attention à un certain point, mais s'il avait signé pour 7,60, il y en aurait eu de l'attention. Là, c'est par la force des choses, mais je pense pas que c'est nécessairement un facteur. Je pense qu'il était correct de partager ça avec Judge. Puis entre toi et moi, Judge, il ne sera pas là pour 15 ans non plus. Là. Judge, il y a quoi? Il y a 33? Il y a-tu 34, Judge? Non, il y a 32, 33? Non, il n'y a pas 34. Mais bref, tout ça pour dire, il en reste peut-être pour un 6-7 ans, 8. Juan Soto, il en reste pour 15. Là. Fait que, il y aurait eu le chemin libre là, à un certain point. Oui, c'est sûr et certain. Par contre, il en reste pour 15, mais dans 6-7 ans, ça risque d'être un frappeur de choix. C'est ce qu'on s'attend à long terme. Oui, je pense qu'il était. Je pense pas que ça soit le fait qu'il veuille toute l'attention d'un marché en particulier qui a fait pencher la balance. Mais c'est ça, c'est toutes ces petites affaires-là qu'on ne sait pas jusqu'à quel point ça a eu un impact sur sa décision. C'est peut-être tout ça mis ensemble que finalement a fait que il a fini avec les Mets, mais je ne pense pas que ça soit un point en particulier qui ait fait pencher la balance à un moment ou à un autre. La suite des choses pour les Mets de New York, parce que les Mets ont beau avoir signé Soto, il reste encore des trous dans cette formation-là. Là. Passer le 5e frappeur, ce n'est pas nécessairement chic. Il y a des rumeurs comme quoi qu'on serait prêt à retenir de l'argent pour échanger Starling Marte. Il n'aura quasiment pas le choix parce que ça prend une place pour Juan Soto dans le champ extérieur. Est-ce que tu penses que ça augmente les chances de voir Pete Alonso, qui est un autre client de Scott Voras, revenir chez les Mets en 2025? Ben, si ce n'est pas Pete Alonso, ça va prendre quelqu'un d'autre. Moi, je vais te retourner la question. Est-ce que les Mets, présentement, ont une meilleure formation que l'an dernier en séries éliminatoires? En ce moment, non, parce que leur rotation est pourrie. Exact, c'est ça. Ouais. La rotation, c'est atroce. Là. Clay Holmes, qui était le non-releveur numéro 1 des Yankees, parce qu'il n'était pas capable, et le partant numéro 2 des Mets en ce moment. 2, oui, tu l'as bien fait, 2. Deuxième partant, Clay Holmes, qui ne sera pas capable de passer la 4e manche, là, si on s'entend. C'est ton deuxième partant de ta rotation. Il reste beaucoup, mais beaucoup de travail aux Mets dans les prochains jours, les prochaines semaines. Mais Steve Cohen, il le sait.
Oui, David Stearns le sait. oui, Ils vont être intéressants à suivre. On n'a pas ouais. fini de les suivre. Peut-être qu'au moment où on enregistre, ils sont sortis de nulle part et ils ont signé Corbin Burns. Là, ça se peut. Là. Je pense qu'on va D'ailleurs, avoir un commentaire qui va popper si ça ouais, arrive. c'est ça que j'allais dire. Si Corbin Burns signe pendant qu'on enregistre, s'il vous plaît, Oui, bombardez dites-nous la le. section des commentaires, puis Oui, on va en parler en direct. oui. Il y a Ali qui nous mentionne, qui nous rappelle là, qu'il y a quand même, comme tu l'as dit tantôt, il a parlé à personne des Yankees depuis la Série mondiale. Il était clairement en mode business. Ouais. Je pense quand même que même si ça n'avait pas changé grand-chose, que Judge aurait pu lâcher un petit coup de fil quand même à un certain point, mais visiblement, si ça s'est passé comme ça, il devait avoir des règles relativement strictes là, qui imposaient aux gens de comme sacrez-moi patience, puis je vais prendre ma décision. Mais Peut-être, là, mais les Yankees. c'est quand même spécial. Tu sais, Ah, si t'es un oui. ami, tu sais, nous autres, on n'est pas des chums puis on se parle quasiment tous les jours. Non, non, c'est une blague. Mais tu sais, si tu as passé un an avec tes meilleurs chums et que tu ne leur parles pas du tout du dernier jour de la saison jusqu'à aujourd'hui, Mhm. qu'il y ait des, tu sais, qu'il y ait certaines restrictions ou pas, c'est bizarre. Oui, on s'entend. Les deux Mais là, les côtés, là. Yankees. Absolument, absolument. Mhm. Là, les Yankees se retrouvent dans un mode on doit passer à d'autres choses parce que tu as deux décisions. Tu peux soit te mettre dans un coin puis pleurer toutes les larmes de ton corps puis te retrouver avec rien à la fin de la saison morte en te disant justement, comme Patrick l'a dit, Soto est parti pour l'argent puis il ne voulait pas. Tu peux t'apitoyer ou tu peux justement te dire, ben écoute, je me revire de bord. C'est dur d'évaluer comment les Yankees sont en ce moment. Tu vois, juste dans le chat en ce moment, tu as Patrick qui dit avec les futurs mouvements des Yankees, je pense pas que les Yankees seront moins bons. Et de l'autre côté, mon père qui nous dit, je crois pas que les Yankees seront à la prochaine série mondiale. Les deux points de vue se valent parce qu'en ce moment, on ne sait pas dans C'est ça. quelle direction nécessairement ça s'en va. Euh, Évidemment, il y a Max Fried qui a été un gros ajout. Le plus gros contrat de l'histoire pour un lanceur gaucher, c'est quand même pas rien. Ouais. Les seuls lanceurs qui ont obtenu plus d'argent que lui, Steven Strasburg, Yoshinobu Yamamoto, Garrett Cole, puis personne ne mentionne Otani là, parce qu'il est les Ouais, deux, là, mais pour moi, c'est quand même tout de bien un lanceur. Là. ouais. Fait que je vais le placer au premier rang de cette liste-là. Mais peu importe, c'est pas beaucoup de noms qu'on place devant Max Fried. 8 ans chez les Yankees, 218 millions de dollars. Comment tu as accueilli cette nouvelle-là à New York? Ben, on parlait de se revirer de base, c'est ce qu'ils ont fait. Ça n'a pas pris de temps. On avait déjà préparé le terrain. On avait rencontré une première fois Max Fried, on l'a rencontré une deuxième fois. On était très intéressés. À partir du moment où tu n'es pas capable de retenir les services de Soto, tu dois changer de côté. Tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas t'apitoyer sur ton sort. Non. Tu as une prochaine saison à préparer, puis elle ne sera pas facile. Pour moi, c'est une excellente signature. Je comprends le fait qu'on a payé probablement plus cher qu'on aurait dû, que les dernières années, ça va être. Ça ne sera pas un bon contrat, mais c'est rendu la norme. Le contrat de Juan Soto ne sera pas un bon contrat à la fin. Tous les contrats qu'on signe ne seront pas nécessairement bons à la fin. J'ai vraiment hâte de voir celui que Corbin Burns va signer. Ça risque d'être dans les mêmes eaux et plus encore. Donc, on s'est assuré d'avoir un bon lanceur gaucher qu'on ajoute dans cette rotation-là pour épauler Garrett Cole. On en a besoin. Carlos Rodon, pour moi, n'est pas en mesure de faire le travail comme deuxième partant. Là, on va le descendre de chaise, va être le troisième partant de cette rotation-là. C'est parfait. Beaucoup moins de pression. Puis quand tu as un trio qui est composé de Garrett Cole, Max Fried, Carlos Rodon, que tu as Louis Hill, s'il demeure avec les Yankees, on a certaines rumeurs qui circulent, mais ton top 4 est vraiment très solide. Puis on le sait que tu peux gagner des championnats avec ta rotation partante. On va voir ce que ça va donner tout ça. Là, le premier domino est tombé avec Max Fried. Il y a beaucoup de rumeurs dans le champ extérieur. Matt qui nous mentionne à court terme, est-ce que c'est de remplacer Juan Soto par l'addition de Kyle Tucker ou Cody Bellinger? Le mot qui court en ce moment, c'est que c'est deux cibles importantes pour les Yankees. Kyle Tucker, là, prenons le temps d'en parler un peu. Ça sort d'où ces rumeurs-là? Moi, tu m'avais dit, tu me dis au podcast la semaine passée, Kyle Tucker est assuré d'être échangé. Je te dis, ben, voyons, arrête de me niaiser. Puis là, aujourd'hui, tu me dirais, Kyle Tucker va commencer la saison à Houston, puis je te dirais, ben, arrête de me niaiser. Ça a reviré de bord complètement du jour au lendemain. Jim Crane, je pense qu'il s'est rendu compte avec le contrat que Soto a signé qu'il y avait encore moins les moyens qu'il pensait. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai ce que j'ai dit là. Il y a les moyens, il ne veut pas les prendre. Ouais, Mais, c'est ça. donc, il va pas signer Kyle Tucker, c'est ça la réalité. Il décide il va probablement l'échanger.
Les Yankees sont dans la course, mais le bruit qui court, Sébastien, c'est que, puis je les comprends, ils ne veulent pas l'échanger aux Yankees parce que la série de championnat, ça se peut que ce soit Yankees-Astros encore une fois. Oui, puis on peut les comprendre, puis c'est ça qui les pousse vers les Cubs de Chicago, qui semblent avoir l'avantage en ce moment. On parle de Isaac Paredes, de Cam Smith, puis Seiya Suzuki aussi qui intéresse les Astros. Je pense que les Cubs sont en mesure de payer. On a un meilleur système de filiales aussi que celui des Yankees. Puis moi, ce qui me fait peur, si je me mets du côté des Yankees, c'est que si ils vont chercher Cody Bellinger, ça ouvre la porte aux Cubs pour Kyle Tucker. Je pense que à partir de ce moment-là, Kyle Tucker va s'en aller à Chicago. Puis c'est ce qui risque d'arriver parce qu'on se rapproche entre les Yankees et les Cubs. Ça risque, là, les Cubs sont prêts à manger de l'argent. On est en train de s'entendre. On commence à parler de Will Warren. Oui, il est temps. Oui, oui, tu as raison. Ça aurait dû être fait dès le départ. Mais là, les noms commencent à sortir, puis on se rapproche. Donc, Cody Bellinger a de fortes chances de se retrouver avec les Yankees. Puis à partir de ce moment-là, bien, c'est Kyle Tucker qui va aller à Chicago. Sébastien, avant de passer au bloc sur les Blue Jays, on a fait différent. Là, on voulait commencer avec la nouvelle de Soto puis les impacts que ça a eu parce que. Avant de parler des Blue Jays, je veux qu'on glisse un petit mot sur Jacques Doucet. Encore une fois, qui a été ignoré pour le prix Ford Seafrick qui lui aurait permis d'être honoré au Temple de la Renommée. Écoute, je pense qu'il n'y a personne dans le chat ici qui va me dire genre ouais, il ne le méritait pas. Là. Évidemment, tout le monde sait qu'il le mérite. Là. Il a créé un lexique pour le baseball. C'est la voix du baseball en français dans le monde entier en général. Le problème avec tout ça, c'est que on a beau le dire nous autres puis dire ben, ça n'a pas de bon sens, mais c'est qu'on parle à des convertis. Tu sais, tous ceux à qui on va le dire le savent, puis ceux qui le savent au baseball majeur, ben, ils savent tellement pas c'est qui que quand ils font une vidéo pour présenter, ils font une vidéo pour présenter les 10 nominés pour le Ford Seafrick, ils mettent pas la bonne clip. C'était, de mémoire, c'était Denis Casavant qui décrivait le match. Je pense que c'était pas... Ah, c'était-tu Denis, ouais? Peut-être. Je pense que c'était Denis Casavant. En tout cas, c'était pas Jacques Doucet. C'était pas Jacques Doucet. Ça avait aucun bon sens. Comment tu veux que les gens qui votent pour ce prix-là prennent cette candidature-là au sérieux? Là? C'est sûr qu'ils vont y aller pour quelqu'un qu'ils connaissent puis quelqu'un qui est en mesure de parler l'anglais puis qu'ils peuvent comprendre. Ça n'a pas de sens qu'ils soient encore ignorés puis que d'autres, on se retrouve là à se dire ben écoute, peut-être que l'an prochain. C'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. D'un autre côté, je me mets à la place des électeurs de ce prix-là. C'est très difficile pour eux de voir tout l'impact que Jacques Doucet a eu sur ce marché-là, notre marché, le marché de ceux à qui on parle, le marché de cette communauté-là, mais c'est très difficile de quantifier tout ce que Jacques Doucet a fait pour le monde du baseball au Québec. Ça risque, moi je pense qu'à un moment, il va remporter ce prix-là, mais malheureusement, ça risque d'être trop tard. Ben, ça se peut. Jacques Doucet, malheureusement, vieillit. Son état de santé, c'est plus ce que c'était. Dans les prochaines années, ça ne s'améliorera probablement pas. Donc, est-ce qu'il va être. Il n'est jamais trop tard pour honorer quelqu'un, mais en même temps, il peut être un peu trop tard. Là. Je pense qu'on comprend ce qu'on veut dire à ce niveau-là. Donc, non, ça n'a pas de bon sens. Mais je ne vois pas comment ça changerait dans les conditions dans lesquelles on a vu dans les dernières semaines, de la façon qui a été traitée. C'est dommage, mais je ne m'attends pas à ce que ça change. Puis ça n'enlève rien aux noms qui étaient là. Il y avait vraiment des gros noms encore cette année. Oui, évidemment. Fait que, c'est vraiment difficile pour M. Doucet de se faufiler à travers ces gros noms-là qui sont connus surtout par le marché américain. Là. Absolument. Absolument. Comme Martin le mentionne ici, il n'y a pas d'appui sur le comité. C'est une game de tu connais qui. Puis c'est sûr que les gens aux États-Unis se connaissent plus entre eux. Sébastien, allons-y donc sur les Blue Jays de Toronto. Blue Jays, let's play baseball. Andrés Giménez et son gros contrat, son trop gros contrat, débarque du côté de Toronto. Bonne transaction ou mauvaise transaction? Alerte aux divulgateurs, si tu dis bonne transaction, on ne sera pas d'accord. Non, je peux pas dire bonne transaction. Puis mais je non, dirais pas dire bonne transaction. non, ça se peut pas. Mais je peux pas dire que c'est un mauvais joueur non plus. Le problème, c'est que
ce n'était pas un besoin pour les Blue Jays d'aller chercher un joueur qui est excellent défensivement, mais qui a un bâton très ordinaire. Des bâtons ordinaires à Toronto, là, je pense qu'on en a assez. Puis c'est pas ça qu'on a besoin. On a besoin de gros coups de bâton, puis on a besoin de releveurs. Oui, on est allé chercher un releveur en Sandlin. C'est pas un mauvais releveur. Il va amener de la profondeur. On en avait besoin. Mais à un moment ou à un autre, ça va prendre un bâton dans cet alignement-là, puis c'est pas Jimenez qui va l'amener. Il va solidifier cet avant-champ-là. Oui. Défensivement, ça va être extraordinaire. Vous allez voir les jeux qu'il est capable de réaliser. On a réalisé au match des étoiles. Il est extrêmement solide défensivement. Mais ça reste un bâton de milieu d'alignement, limite bas dans une bonne formation. Puis c'est pas ce que les Jays ont besoin en ce moment. Moi, la comparaison que j'ai établie dans un de mes textes, puis je suis content parce que je l'ai vu un peu partout après, fait que j'étais visiblement sur la bonne voie. Les rare, Blue Jays viennent. Comment? C'est rare, ça. Que tu es Oui, sur la c'est bonne rare. voie. Les Blue Jays ont été chercher un Dalton Varsho dans l'avant-champ. Oui. C'est un frappeur gaucher. En fait, tu me demandes, il frappe-tu de la gauche, il frappe-tu de la droite? Il frappe pas. C'est ça l'affaire. Il frappe juste pas. Ses statistiques offensives régressent depuis plusieurs années. Il est capable d'avoir une certaine contribution. Il va finir la saison avec un WAR de 4, puis il va être probablement dans le top 5-6 du meilleur WAR de l'équipe. À cause de son jeu défensif. C'est ça, mais c'est ça, parce que c'est comme 3,5 de jeu défensif, puis 0,5 de jeu offensif. Puis, moi, je pense que si les Dodgers de Los Angeles avaient été le chercher, tu te dis, on a de l'argent à brûler avec le contrat d'Otani, ce qui nous rapporte, c'est pas un stress. Il va venir solidifier notre avant-champ défensif qui n'est pas toujours parfait, surtout si c'est un Mookie Betts qui joue à l'arrêt-court. Tu vas le faire frapper 9e. Une équipe comme ça, tu te dis, hey, là, ce serait net. Là, si les Dodgers avaient été le chercher, j'aurais crié au génie, j'aurais dit bravo, félicitations. Les Blue Jays, c'est juste pas ce que le médecin avait demandé. Il avait demandé de l'attaque, puis tu as été chercher de la défense. Ça fait 2 ans qu'on reproche à ce club-là qu'ils mettent trop d'accent sur la défense, puis là, tu continues à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas ce qu'ils font. La seule possibilité où cette transaction-là est une bonne transaction, c'est si tu vas chercher ce que tu as besoin. Puis que tu ajoutes en plus de tout ça un Jimenez qui frapperait dans ce cas-là dans le bas de l'alignement avec Varsho. Donc, tu aurais une excellente défensive et tu aurais les bâtons dans le haut de l'alignement que tu as besoin. Mais là, tu as fait la transaction avant. On ne sait pas ce que les Jays vont aller chercher. Il reste encore des bons bâtons, mais on ne sait pas s'ils vont être en mesure d'aller ajouter cette offensive-là au club. Puis tu vas te retrouver l'an prochain avec un peu le même scénario que tu avais par les années passées. Tu ne seras pas avancé si tu n'as pas ajouté les pièces que tu avais besoin. Je ne dis pas que de faire cette transaction-là, ce n'est pas bon dans un contexte, comme tu l'as mentionné, où tu as les outils ailleurs dans ton club, comme les Dodgers l'ont, mais les Jays ne l'ont pas. Non, pas du tout, pas du tout. Puis, même si tu vas chercher d'autres choses, ben, Rogers a établi un budget là, que tu peux dépasser pour certains joueurs. On l'a vu avec Soto. Mais tu as quand même un budget à respecter. Puis, tu vas manger une partie de ce budget-là pour Andrés Jiménez, ce qui est un problème. Il y a une question de Matt ici qui nous demande si la transaction des Jays pour Jiménez préparait une autre transaction avec les Phillies, un Alek Manoah ou un Beau Bichette pour Alec Bohm. Ça se peut que ça prépare une autre transaction dans ce genre-là. Je ne sais pas jusqu'à quel point ce serait pour un joueur de troisième coussin. J'ai l'impression à ce point-ci qu'il va y avoir une rotation au troisième coussin avec les jeunes ou les Ernie Clement qui sont là. Je pense que les Blue Jays poussent peut-être plus pour un voltigeur, mais je comprends absolument où est-ce que tu t'en vas avec en nommant un Alec Bohm comme ça, là, un bâton qui est disponible présentement. C'est pas impossible que ce soit dans le plan des Blue Jays, mais comme je l'ai dit, ça ne t'empêchait pas d'aller chercher un deuxième but qui était capable de frapper, puis d'aller chercher un voltigeur qui était capable de frapper parce que Sébastien, ce club-là n'était pas juste à un bâton de redevenir comme ah, ben oui, on est maintenant redevenu l'équipe offensive qu'on était dans les dernières années. On n'est pas à un bâton. On n'est pas à un bâton, puis on n'est pas au bâton de Jimenez non plus. Là. Certainement pas. Non, c'est ça. Ça va prendre. Alec Bohm, pour moi, ça serait un bon fit à Toronto. Mais d'un autre côté, si tu donnes Beau Bichette et que tu places Jimenez à l'arrêt-court, tu n'es pas beaucoup plus avancé. Oui, tu t'es amélioré dans le coin gauche de l'avant-champ. Tu es allé chercher un gros bâton, mais il faut quand même. On ne l'a pas vu l'an dernier, mais il faut se rappeler que Beau Bichette est capable, a du potentiel offensivement, il peut le faire. Si tu t'en départis
créer un autre trou dans cet avant-champ-là. Je pense que là, on est dans un cycle où on s'en sortira jamais. Échanger avec Manoah, c'est pas nécessairement mauvais, mais quelle valeur a Manoah en ce moment? Je ne crois pas qu'elle soit élevée. Ça va prendre beaucoup plus que ça. Donc, il n'y a pas de solution miracle. Si on veut amener ce bâton-là dans l'alignement, il va falloir payer par voie de transaction parce qu'on ne s'attend pas à ce que ce bâton-là vienne du marché des joueurs autonomes. Mais avec quoi on va payer? C'est la question qu'on se pose à chaque semaine ou presque. On s'entend. Patrick, ici, j'avais hâte de vous entendre sur les Jays. Est-ce une transaction pour se protéger d'un éventuel départ de Bichette? Je suis ambigu par rapport à cette question-là parce que c'est sûr que c'est un joueur qui, en début de carrière, soit avec les Mets ou avec les Guardians, là, il avait été changé dans la transaction Francisco Lindor. C'est un gars qui avait joué aussi à l'arrêt-court. Ceci étant dit, il n'est pas aussi bon défensivement à l'arrêt-court qu'il l'est au deuxième but. Fait que si tu échanges Bichette, puis que tu sors ce gars-là qui est très, très stable, qui est probablement le meilleur deuxième but défensif du baseball majeur, puis que tu l'amènes hors position, il va juste pas frapper pour un arrêt-court, puis pas être optimal défensivement à l'arrêt-court. Fait que je pense que ça peut être une option pour dépanner, mais à ce compte-là, si, mettons, Beaubichette est échangé demain matin ou Beaubichette se blesse demain matin, puis que j'ai un match, je pense que j'aime mieux garder Jimenez au deuxième coussin, puis dire à Ernie Clement ou dire à Léo Jimenez, ou toutes les solutions qu'on a vues dans les 2 mois où Beaubichette s'est blessé, ben, elle va jouer à l'arrêt-court pour le moment. Je pense que ce serait plus ça, mais en même temps, Sébastien, la question se pose. C'est peut-être peut-être qu'on a ça en tête aussi de se dire il est capable de bien jouer au deuxième coussin. On va s'arranger pour qu'il travaille aussi à l'arrêt-court dans l'ombre. Puis si jamais on en a besoin, ben, on sortira cette carte-là de notre manche. C'est pas impossible, même si ce n'est pas le scénario auquel je crois. J'ai pas l'impression qu'on a fait cette transaction-là dans l'optique où Bobichette est échangé ou se blesse. Si c'est le cas, c'est encore pire pour moi parce que Jimenez n'est pas la solution à l'arrêt-court. Donc, si tu as fait ça en planifiant pour l'an prochain, imagine le club que les Jays vont avoir l'an prochain si Jimenez est à l'arrêt-court. Pour moi, ça ne fait pas beaucoup de sens qu'on ait fait ça en pensant à l'avenir, en pensant au départ de Bichette. Si on veut bâtir un club pour gagner l'an prochain, comme on nous le mentionne depuis plusieurs mois, ça va prendre Jimenez au deuxième et Bichette à l'arrêt-court, puis il va falloir construire quelque chose aux alentours de ces gars-là, en plus de Vladimir et des autres, mais je ne pense pas qu'on ait un gros club avec un des deux seulement. Là. Simon Holmes, ancien collègue chez Passion MLB, que je salue. On s'est parlé à plusieurs reprises cette semaine. Simon, fan des Giants qui attend les dénouements, comme tout le monde du dossier Corbin Burns, qui dit qu'on s'en est parlé. Selon lui, Jimenez va me faire mentir. On s'en reparle en juillet à août. Je compte sur toi, Simon, pour venir me replacer si jamais... Sinon, je vais le faire. Là. Oui, ça, je le sais. mais là, on a la même opinion. Non plus. Ouais, mais je n'avais pas besoin de te relancer. On verra, mais j'ai quand même mes doutes. Mais tu sais, je pense qu'il va avoir, comme je dis, je pense qu'il va avoir la même utilité que Dalton Varsho. Où, tu sais, ultimement, tu vas te dire, est-ce que c'est bien qu'il soit là? Oui, parce qu'il amène quand même du certain positif. Mais c'est... Tu sais, quand Kevin Pillar était là en 2015-2016, il était autour d'une grosse attaque. C'était correct que tu sacrifies un bâton dans le champ centre parce que tu avais Superman qui patrouillait la position numéro 8, c'était correct. Là, tu sais, on n'est pas dans cette position-là, fait que c'est quand même différent. Mais hey, écoute, Sébastien, la bonne nouvelle, c'est que les Blue Jays s'enlignent pour gagner pour une 3e année consécutive le gant doré d'équipe dans la Ligue américaine. Ça gagne yes! quoi, ça, au final? Hein? Ça donne... écoute, ça donne... arrête là. Écoute, je vais faire semblant de freezer d'abord. Ça donne pas grand-chose. Ça aide si tu es en série, puis que ça peut te donner un edge en série, la défensive, mais ça peut pas t'amener à elle seule en séries éliminatoires. La défensive ne fait pas de points, malheureusement. Elle empêche d'en faire. Ce qui est, moi, j'aime beaucoup les joueurs défensifs. J'aime beaucoup Jimenez. J'aime ça, des joueurs solides défensivement qui font leur travail, qu'on n'a pas toujours peur à chaque balle qui est frappée vers eux. On a peur que ça soit la catastrophe. Par contre, ça t'en prend. Bon, donc Sébastien qui a visiblement, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il y a peut-être eu un petit bug à ce niveau-là. Je vais continuer donc en attendant de le voir revenir. On a Laurent ici qui nous mentionne peut-être se servir de lui pour une plus grosse transaction.
Laurent, je ne sais pas si tu le dis dans le sens le reflipper ailleurs. Si c'est le cas, je ne m'attends vraiment pas. Là, il est à Toronto pour y rester. Même que Ken Rosenthal disait que une des raisons pour lesquelles les Guardians l'ont échangé dès maintenant, c'est qu'avec son gros contrat, il reste 100 millions de dollars à toucher au cours des 5 prochaines années. Mais les Guardians avaient peur qu'une autre mauvaise saison offensive le rende tout simplement inéchangeable. Donc, il y a les Blue Jays qui ont mordu à l'hameçon, puis c'est à peu près tout. Patrick qui nous mentionne les Jays n'ont pas tellement le choix de faire des transactions pour des joueurs de ce calibre car les superstars ne signent pas à Toronto. C'est exactement ça. Les joueurs vedettes ne veulent pas se présenter du côté des Blue Jays en ce moment parce que c'est au Canada puis parce que c'est pas une bonne équipe. Puis parce que plusieurs raisons, division coriace, on les connaît les raisons là, qui font en sorte que les joueurs ne veulent pas nécessairement signer du côté de Toronto. Puis la banque d'espoir n'est pas extraordinaire. Tu as donné un Spencer Horwitz, mais tu ne peux pas nécessairement donner plus que ça là, parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu n'as pas de Jackson Holiday à donner chez les espoirs. Puis même si tu en avais un, ben, il serait pas mal plus utile au deuxième coussin qu'il l'est présentement. Martin qui nous dit « Les Blue Jays me font penser quand on fait des équipes pour nos parties et on nomme des capitaines et sélectionne des joueurs et ils sont les derniers à choisir. Qui veut venir jouer à Toronto? » C'est pas mal ça. En ce moment, ça ressemble à ça, les Blue Jays. Là. C'est pas exactement là, la grande franchise où les gens se garochent pour aller jouer. Peut-être que Corbin Burns nous fera mentir et qu'il va signer là. Il est cité dans les rumeurs, mais non, c'est pas. Ça se peut que Jimenez soit la plus grosse acquisition des Blue Jays durant la saison morte. Les Blue Jays, d'ailleurs, qui ont aussi ramené Yimi Garcia, une rare transaction où on voit un releveur de quitter, ou ben, du moins un joueur, peu importe qui, quitter par la voie de transaction à la date limite, qui ramène des espoirs et que durant la saison morte d'après, reviennent signer avec son ancienne équipe. On en parle souvent comme une fameuse possibilité, là, que ce soit au hockey, au baseball, dans tous les bons sports, on en parle, mais c'est quand même assez rare que ça arrive. Là, visiblement, c'est arrivé. Tant mieux pour les Blue Jays. Yimi Garcia, qui n'avait pas super bien fait avec les Mariners de Seattle, revient dans un environnement qui est favorable pour lui. Devrait avoir des grosses opportunités de jouer. Donc, voilà. J'ai hâte de voir aussi, là, c'est un petit commentaire que je lance comme ça. J'ai hâte de voir ce que, en parlant des Blue Jays, pour terminer sur le dossier, ce que le contrat de Juan Soto aura comme effet pour Vladimir Guerrero Jr. parce que les Blue Jays, regarde, tu vois, Patrick, justement, qui nous amène ce commentaire-là, et Guerrero dans tout ça, ai-je raison de m'inquiéter de le voir partir? Il y a des chances quand même qu'il parte à la lumière de tout ça parce que moi, si je suis lui et que je vois le contrat que Soto a signé, il n'y aura pas 7,65. Mais je me dis, ouais, il voudra au moins aller faire son tour sur le marché de l'autonomie parce que l'an prochain, que ce soit lui ou que ce soit Kyle Tucker, ça va être ces deux noms-là qui vont être parmi les grosses pièces du marché de l'autonomie. Hey, Sébastien est de retour. Des gros problèmes techniques. Ben ouais, je vois ça. J'ai tenu le fort. Il était temps que tu reviennes. Là. J'étais tanné de parler tout seul. Mais c'est ça. Donc, comme je disais, que ce soit Guerrero ou Tucker, ça va être eux les deux gros noms du prochain marché de l'autonomie. Ils ont vu le contrat que Juan Soto a signé, puis ils se disent, ouais, je vais au moins tenter ma chance sur le marché de l'autonomie. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va être échangé. Patrick, ça dépend si les Blue Jays sont dans le coup ou pas. Mais si les Blue Jays ne sont pas dans le coup à la date limite, c'est sûr qu'il va être échangé. Sinon, ben, tu ne peux pas essayer de vouloir faire les séries puis de gagner puis d'échanger Guerrero Junior. Ceci étant dit, Rogers a démontré dans les dernières années qu'ils ont la capacité de mettre des gros montants pour des gros joueurs. Ils ont mis 700 pour Otani, ils ont mis 760 pour Juan Soto. Est-ce qu'ils peuvent mettre 500 pour Guerrero? Parce que c'est le bruit qui court en ce moment, 500. Ça va dépendre si Guerrero va avoir envie de revenir ou pas, mais c'est une possibilité clairement qu'il parte. Toi, Sébastien, le dossier Guerrero Junior, comment tu le vois? Ben, du point de vue des Jays, il me fait beaucoup plus peur présentement que peut-être il y a quelques semaines, là, avec les contrats qui sont en train de se signer. On dirait que tout pointe vers le départ de Guerrero. Est-ce que ça va être durant la saison? Est-ce que ça va être au terme de la prochaine campagne quand il va devenir libre comme l'air? Peut-être. Mais on dirait que
ça aurait dû se régler beaucoup plus tôt. Et à ce moment-là, les Jays auraient eu beaucoup plus de chances de le conserver à Toronto. Là, plus ça va, plus on semble s'éloigner. Puis je pense pas que dans la prochaine année, Vladimir va signer quoi que ce soit avec les Jays. Là, il va attendre jusqu'au bout. Il voit ce que ça donne de se rendre à son autonomie puis de Ben oui. pouvoir profiter de toutes ces années où tu as engrangé des statistiques, que tu as montré qu'est-ce que tu pouvais amener à une équipe. À un moment, ça paye. Puis ce moment-là, bien, ça va être l'hiver prochain. Tu sais, je pense que les Blue Jays vont se mordre les doigts de ne pas l'avoir signé avant à, je sais pas, 2,50, 300, Ouais. 3,50, peu importe le moment où ils l'auront fait. Puis qu'à un moment donné, là, dans un texte l'hiver prochain, Jeff Passan des ESPN disent « J'ai jasé à 2 dirigeants anonymes de la Ligue nationale qui m'ont dit que si Guerrero était éligible à l'autonomie cette année, il signerait un contrat de 450 millions de dollars. » Puis là, les Jays seraient « Hey, on a-tu bien fait de ne pas se rendre jusque-là? » Mais on n'est pas là. On est dans la simulation où il va se rendre jusqu'au bout, puis il va se rendre jusqu'au processus d'autonomie, puis il va avoir le choix d'à peu près n'importe qui. Même si c'est un joueur de premier but, je m'attends à ce qu'il signe un gros contrat. Puis les contrats qu'on signe tôt dans la carrière des joueurs, là, on pense à Fernando Tatis, là, qui présentement est une aubaine. Là. Ouais. Quand on signe un joueur tôt dans sa carrière, souvent, on va se retrouver du bon côté. Là, on va parler de Wander Franco. Ça, c'est un autre dossier. Ouais, Dans ce cas-là, c'est particulier, mais habituellement, quand un joueur continue à jouer au baseball puis qu'il ne couche pas avec des filles de 14 ans, ben, souvent, le contrat va être avantageux pour l'équipe avec laquelle il a signé. Ça n'a pas été le cas pour Toronto. C'est là que ça fait mal. Là. Absolument, absolument. Je suis d'accord avec ça. Ou sinon, ça peut donner des Andrés Jiménez. OK, fait que Hein? 100 millions de dollars hein, qui reste à toucher. Fait Oui. que on Mais va c'est pas passer ton après ça. argent. Aaron Judge le dit si bien, c'est C'est pas mon vrai. argent. Oui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Fait que pour ça, il ne faudrait pas que j'aille boire de bière au Rogers Center. Parce que là, ça pourrait devenir un peu mon argent. Oui, oui. Ça va coûter moins cher qu'aux Dodgers. Ça, c'est sûr. Ouais. Ouais, ça sera pas donné. Je vais faire comme toi, puis je vais aller au Yankee Stadium d'abord. Ouais, c'est pas beaucoup moins cher, je te dirais. Là. Ouais, mais au moins, ça n'encouragerait pas Jiménez. Oui. Je vais payer le salaire d'Aaron Judge à la place, à choisir. Ok, c'est parfait, ça. C'est bon. Fait que là-dessus, Sébastien, on va aller voir ce qui se passe ailleurs dans le baseball majeur. Ailleurs dans le baseball majeur, il y a Corbin Burnes qui n'a toujours pas signé aux dernières nouvelles. C'est probablement le plus gros morceau, du moins assurément chez les lanceurs, qui n'a pas trouvé preneur. Le bruit qui court en ce moment, on est jeudi soir, donc le 12, c'est que les Giants seraient en bonne position pour lui mettre la main au collet. Sébastien, si un gars comme Buster Posey arrive, s'arrange pour, même avant de rentrer officiellement comme président, pour conserver les services de Matt Chapman pour 6 ans. Assure 182 millions de dollars pour combler l'un des plus gros trous, si ce n'est pas le plus gros trou de la formation à l'arrêt court, en allant chercher William Adames, qui est un joueur extraordinairement bien coté en termes de personnalité puis en termes de jeu sur le terrain dans le baseball majeur. Et qu'en plus, il remplace un gars par Blake Snell, par Corbin Burnes, hiver réussi. Oui, certainement. Puis ça risque d'arriver parce que Buster Posey, présentement, il a le beau jeu. Corbin Burnes, un gars de la Californie, s'est acheté une maison en Arizona, tout près du complexe d'entraînement de qui? Des Giants. En même Donc, temps, les complexes d'entraînement sont tous proches. oui, mais celui des Jays n'est pas proche. On s'entend? Il est en On Floride. s'entend. On Donc, s'entend. si on y va avec la perspective que présentement, ce qu'on entend, c'est que ça se jouera entre les Giants et les Jays. Tu prends ces deux éléments-là que je viens de mentionner, tu ajoutes le fait que s'il y a une des deux formations qui doit surpayer, ce n'est pas les Giants. Donc, Mm-hmm. les Giants ont les avantages, n'ont pas besoin de payer plus que les Jays. Donc, tous les éléments semblent pointer vers San Francisco. Là, est-ce que les Jays vont être prêts à mettre beaucoup plus d'argent que les Giants pour essayer de mettre la main sur Corbin Burnes? C'est là que ça va jouer parce qu'il n'y a pas beaucoup d'avantages à Toronto par rapport à San Francisco au moment où on se parle.
Non, on s'entend. Moi, si je suis dans la situation de Corbin Burns, c'est sûr que je m'enligne pas mal plus vers San Francisco que vers Toronto. Il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Faudrait que Toronto sorte le moton. Là. Puis là, si on va aller prendre une bière au Rogers Center, Oui. c'est la bière, c'est le Oui. salaire de Corbin Burns qu'on paierait pendant un petit bout. Oui. Donc, dossier à suivre dans ce cas-là. Mais il y a un autre lanceur qui a trouvé preneur, non pas comme agent libre, mais par voie de transaction. Le capitaine Crochet, Garret Crochet, qui finalement se trouve une formation. En fait, il va juste changer de bas. Je pense que c'est une expression qui ne se démodera jamais là, quand Non, tu étais non. changé des White Sox aux Red Sox. Sébastien, il y a une couple d'années, les White Sox avaient envoyé Chris Sale à Boston contre 4 espoirs. Et là, on vient d'envoyer Garret Crochet du côté des Red Sox. En retour, tiens-toi bien, 4 espoirs. Il y a Kyle Teal, il y a Brandon Montgomery, qui étaient les espoirs 4 et 5 des Red Sox. Chase Medrott et Wickelman Gonzalez, qui étaient les espoirs, qui étaient tous des espoirs dans le top 15 des Red Sox. Il y a Matt qui nous demande ici, est-ce que c'est un risque mal calculé? Comment tu vois ça, toi? Est-ce que tu te dis, genre, c'est cher à payer, ou de l'autre côté, tu te dis, oh non, les Red Sox en avaient vraiment besoin? T'sais? Ben, je me dis ces deux choses-là. Parce C'est vrai, les que deux se peuvent. c'est ça, les Red Sox en avaient vraiment besoin. Si tu veux gagner, Garrett Crochet est bien meilleur que ces espoirs-là. Là. On ne sait pas ce que ça va donner. Si tu veux gagner, présentement, tu sais ce que Crochet peut t'amener. Tu en as besoin, c'est ta lacune principale. Donc, ça va vraiment t'aider à gagner dans les prochaines années. Par contre, oui, on a payé cher. Cal Till, pour moi, va jouer dans les majors. Ça va être un excellent joueur. Montgomery, ça avait été un petit peu, pas un vol dans le repêchage, mais s'il n'avait pas été blessé, il aurait sorti beaucoup plus haut. Donc, beaucoup de potentiel. Et finalement, il avait atterri à Boston, mais il aurait dû se retrouver ailleurs. Donc, on a pris ces deux espoirs-là qui ont une grande valeur, puis on les envoie, en plus de deux autres qu'on a peut-être un petit peu plus de doutes, mais quand même, ce n'est pas des suspects, c'est vraiment des prospects. Donc, on a payé cher. Puis si je me mets du côté des bas blancs, des White Sox, j'aime la transaction aussi parce qu'on n'est pas allé sur la quantité. Oui, on a quand même 4 espoirs, mais on est allé sur la qualité. Puis là, on Ouais. se retrouve avec beaucoup d'espoirs dans le top 50. Donc, on a quelque chose pour construire. Là. Si on le fait de la bonne façon, les White Sox vont pouvoir regrimper au classement dans les prochaines années. Ça va prendre du temps, mais au moins, on a les éléments en place en faisant cette transaction-là. On n'est pas allé là, un petit peu au hasard en allant chercher n'importe qui, un peu n'importe où. Là. Non, c'est ça. On a été chercher des éléments qui sont intéressants, comme tu l'as dit. Puis, on avait les mains pleines parce qu'il y a plusieurs équipes qui étaient intéressées à aller le chercher. Forcément, ça créait de la surenchère. Et ce qui est intéressant, c'est que oui, il reste seulement 2 ans de contrôle à Garrett Crochet, mais c'est quand même 2 ans où est-ce qu'il gagnera vraiment pas cher. Mm-hmm. En fonction de la façon que ça fonctionne, une fois que tu atteins l'arbitrage à ta première année, ou ben, que tu es éligible à l'arbitrage du moins, ben, ça jette un précédent pour les années suivantes. Là. Donc, tu ne peux pas passer de je gagne 1 million, puis j'ai une bonne saison, puis tout de suite après, ben, l'année d'après, je vais en gagner 15. Il y a quand même un ordre logique des choses à suivre. Cette année, il devrait gagner autour de quoi? 3 millions de dollars, puis Ouais, peut-être c'est ça. ça va peut-être monter à 7. Fait que, il va peut-être gagner quelque chose comme 10 millions de dollars dans les 2 prochaines années. C'est rien, 10 millions de dollars dans les 2 prochaines Non. années. Fait que, ça se monétise aussi. Forcément, tu dis aux Red Sox, ben, je te donne quelqu'un qui va te donner qui va être d'un calibre d'un as, si tout va bien. Puis je te le donne pour vraiment pas cher pendant 2 ans, ben, il va falloir que tu payes le prix, puis que les Kyle Teal que tu voulais peut-être pas toucher, puis que oui, ça peut faire mal d'envoyer un gars comme Teal à Chicago, ben, malgré tout, tu n'auras peut-être pas le choix de le faire. Donc, c'est sûr que c'est intéressant du côté des Red Sox. Puis aussi, entre toi et moi, il y a des bonnes chances que Garrett Crochet signe une prolongation de Ouais. contrat parce qu'il était ouvert à le faire à la date limite des transactions s'il était échangé. En fait, si on se souviendra que c'était obligatoire pour l'entrée en série pour Crochet. Fait clairement, s'il y avait cette règle-là en tête, c'est qu'il est ouvert à signer pour une équipe. Puis s'il est échangé aux Red Sox de Boston, moi, si je suis lui, je passe des White Sox aux Red Sox. C'est sûr que je veux signer une prolongation de contrat là-bas. Là. Si le montant Mm-hmm. est acceptable, vas-y, Mm-hmm. prends ton chèque, puis je vais l'accepter, puis je vais rester ici pendant une couple d'années. Là. Certainement. En plus du fait qu'il y a quand même un risque de blessure. Donc, peut-être que Crochet ne va pas attendre jusqu'à la limite, prendre la chance de se blesser. C'est ça? Euh,
puis il va signer une prolongation de contrat qui va peut-être être avantageuse pour les Red Sox. Donc, si on a complété cette transaction-là, puis qu'on signe une prolongation de contrat, le prix devient un peu moindre parce qu'on a Crochet pour une beaucoup plus longue période. Oui, on s'est départi de bons espoirs, mais ça fait beaucoup moins mal. Là. Au moins, on l'a pour plusieurs saisons, plus que seulement 2 campagnes. Absolument. Matt qui nous mentionne ici, Vladimir Guerrero voudrait-il jouer avec les Red Sox pour suivre les pas de David Ortiz, qui est un joueur qui provient de la République dominicaine et qui n'aime pas les Yankees? La prémisse est intéressante. Est-ce qu'il voudrait jouer? Peut-être. Est-ce qu'il va jouer? Je ne pense pas. Parce que il y a 2 possibilités pour aller jouer à Boston, c'est être échangé ou signé. Je vois définitivement pas les Blue Jays échanger Guerrero dans la division. Ce n'est pas Danny Jensen. Ça, c'est de 1. Puis de 2, en ce moment, chez les Red Sox, on cherche plus à se départir d'un joueur de premier but qu'en acquérir un parce que Tristan Casas, il bloque le chemin de Rafael Devers, que ce ne sera peut-être pas en 2025, ce ne sera peut-être pas en 2026, mais Sébastien, ce gars-là va partir du coin chaud, puis il s'en va directement au premier but éventuellement, puis c'est correct. On le savait en le signant. Fait que ça va prendre un joueur éventuellement de troisième but. Fait que, tu sais, en ce moment, les rumeurs avec Alex Bregman sont beaucoup plus crédibles que si tu essayes de me parler d'un Vladimir Guerrero Jr., parce que là, le premier coussin, il y en a rien qu'un. Tu ne peux pas avoir Devers et Guerrero. Tu ne veux pas jouer à un et DH, puis l'autre est au premier but pendant 10 ans non plus. Fait que, moi, Guerrero Junior à Boston, dans les conditions actuelles, j'y crois pas. Mais Vladimir, c'était pas un joueur de troisième but, ça? À la base. À la base, OK. Ouais. Mais on aurait le même problème parce que pour moi, Devers devrait déjà être au premier coussin. C'est une aventure au troisième but. Il s'est amélioré, il faut lui donner, il a travaillé C'est fort. poli de dire aventure quand même. Oui, quand même. Ouais. Surtout que c'est les Red Sox, là, je pourrais être beaucoup moins poli. Mais il s'est amélioré, mais il n'est pas rendu à un niveau où tu es à l'aise d'avoir Devers au troisième but. Tu aimes beaucoup mieux l'avoir au premier but ou comme frappeur de choix. Donc, il faut que ça s'en vienne rapidement. C'est pour ça qu'on entend des rumeurs avec Tristan Casas. Il va falloir que ça se passe. On a quand même un bon joueur qui a une bonne valeur en Casas. Il va falloir capitaliser là-dessus puis aller chercher d'autres choses qu'on a besoin. Par contre, comme tu le mentionnes, ça bloque une éventuelle signature de Vladimir à Boston. Je veux qu'on glisse un petit mot sur Roki Sasaki. Moi, des fois, dans la vie, j'aime dire que les gens ne se taisent pas assez. Son agent, là, de dire « Ouais, je ne sais pas s'il peut prendre la pression d'un gros marché. » Qu'est-ce que tu fais à dire ça publiquement? Ta job? Tu n'es pas obligé de le faire signer à New York, là. Pour ça, je te dis, tu n'es pas obligé de le crier sur tous les toits non plus, là. Voyons. Ta job, c'est de vendre ton client, pas de le descendre en public, là. Scott Boras, il doit la trouver drôle en maudit, celle-là. Oui. S'il y a quelque chose que Scott Boras fait de bien, il en fait plusieurs, là, dont de l'argent, mais de ne pas descendre ses joueurs en public, ça, on n'entendra jamais Scott Boras y aller de la sorte. Toujours très corporate dans ses conférences de presse, jamais un mot de travers ou presque. Donc, pour l'agent de Sasaki, c'est un autre dossier. Je ne comprends pas cette déclaration-là. Est-ce qu'il a été surpris? Est-ce qu'il a été coincé? Je ne le sais pas, mais ça n'aide pas vraiment le marché. Sasaki n'aura pas de problème à signer un contrat, mais si tu n'as pas l'intention de signer dans un gros marché, tu veux quand même te servir de ces gros marchés-là pour essayer de faire monter sa valeur, même si ce n'est pas la même chose que Yamamoto ne peut pas signer un faramineux contrat parce qu'il est beaucoup plus jeune. Mais quand même, tu veux avoir toutes tes options ouvertes quand vient le temps de signer avec un club du baseball majeur. Absolument. Dernier petit sujet avant de passer à la période de questions, puis je regarde les questions là, qui défilent. Là, on en a qui vont dans toutes les directions. Là, je suis content. Sébastien, il faut qu'on se parle de Nolan Arenado, là, parce que là, ça n'a pas de bon sens. Encore? Nolan, moi, je ne comptais pas en reparler parce que là, bon, écoute, il va être échangé, on le sait, on s'en doute, c'est correct. Il veut aller vers une équipe qui risque de gagner, c'est correct. Là, il y a un journaliste de la MLB qui sort la liste de 6 équipes auxquelles il accepterait une transaction. Tu ne seras pas étonné d'apprendre que les Dodgers sont là. Parce que c'est un gars qui vient de Los Angeles. Je pense que s'il ne jouait pas quand il était au Colorado, s'il ne jouait pas dans la division des Dodgers, je pense qu'il était échangé aux Dodgers et qu'il finit sa carrière là. Je ne pense pas qu'ils vont aller le chercher parce qu'ils n'ont pas de place à l'avant-champ pour lui, ni même au premier coussin. Fausse bonne idée. Mais oui, ils vont déplacer Freeman.
Ouais, c'est ça. Ils vont le mettre frappeur de choix, puis ils vont mettre Ohtani dans le champ. Ouais. Oui, Fait c'est que, ça. ils ont besoin d'un voltigeur, apparemment. Hein? On Ben pense oui, que parce c'est que Mookie Betts Oscar. est à Ça l'avant-champ. va être chaud, Oui. Ouais, je l'ai dessus l'affaire, moi, quand Ah ça. oui, tu viens de tout régler ça, là. Ou sinon, on met Ohtani au deuxième but. Je sais pas. Il y a tellement de possibilités. Mais bref, il Oui, ira pas un avec. milieu d'avant-champ Betts Ohtani, ça serait merveilleux. On pourrait mettre Ohtani comme rover. Oui, aussi, oui. Hey, la règle Ohtani, l'MLB est capable de créer la règle Ohtani si elle veut. Là. La règle Ohtani, on pensait que c'était le frappeur de choix qui peut changer. Non. Rover, mon homme. Ben là, Ouais. si tu peux, c'est ça, si tu peux créer la Golden Rule, tu peux certainement ajouter un rover, là. Tu peux faire ce que tu Que tu veux. veux, c'est ça. Tout ça pour dire. Oui. Les Dodgers, pour moi, pas une vraie possibilité. Non. Les Padres, j'ai pas l'impression qu'ils veulent ajouter ce contrat-là. Puis ils ont quand même Manny Machado au troisième coussin. Ils ont plusieurs joueurs d'avant-champ. J'ai de la difficulté à croire aux Padres. Les Phillies, je pense que ça peut être une réelle possibilité. Les Phillies de Philadelphie. Si tu échanges Alec Bohm et que tu vas chercher un gars comme lui, je vois un monde où il est échangé aux Phillies. Les Mets, pour moi, est une énorme possibilité. Ils étaient prêts à payer 315 millions de dollars il y a 2 ans pour aller chercher un joueur de troisième but qui était en effet un joueur d'arrêt-court. On parle évidemment là, du contrat, le fameux contrat de Carlos Correa qui n'a jamais été. Je le vois avec les Mets potentiellement. Je vois aussi potentiellement un chemin avec les Red Sox. On a parlé du fait que Rafael Devers pourrait être déplacé. Tu sais, imagine là, tu échanges un Tristan Casas contre un lanceur à Seattle. Parce que oui, Matt, c'est probablement contre un Gilbert ou un Kirby ou un gars comme ça, ou peut-être un Luis Castillo, si on peut faire fonctionner l'argent, qui pourrait être échangé Tristan Casas. Fait qu'imagine, tu envoies Casas à Seattle, tu vas chercher un lanceur partant, tu envoies Devers au premier but, puis tu installes Nolan Arenado au troisième coussin. Tu règles un problème aussi parce que c'est rare, mais que c'est comme ça dans MLB, mais les Red Sox ont beaucoup trop de frappeurs gauchers. Là, tu rebalances ça un petit peu. Je vois un monde où un joueur comme Nolan Arenado peut être échangé avec les Red Sox. Et la sixième équipe, je trouve que Yankees a été mal écrit parce qu'au lieu d'être écrit Y-A-N-K-E-E-S, c'était écrit A-N-G-E-L-S. Les Angels. Comment ça, les Angels sont sur sa liste? Il n'a pas dit qu'il voulait gagner, lui. Moi ma théorie, c'est que. Ma théorie, c'est que, tu sais, il vient du coin de Los Angeles. Fait que probablement qu'il se dit, tant qu'à perdre à Saint-Louis, je vais aller perdre avec Anaheim. Mais t'es-tu sérieux, toi? Les Angels sont sur ta liste. Clairement, ils n'aiment pas gagner. Là. Je veux dire, voyons, les Angels. Il s'en va se mettre les deux pieds sur le pouf. C'est Ouais. sa pré-retraite. Il s'en va jouer à balle en gogoune, puis on n'a aucune pression, on ne gagnera pas. Fait on va être bien peinard pour terminer sa carrière. Mais non, c'est incompréhensible. Mais la seule raison, c'est que c'est la Californie. Il n'y a pas d'autre explication à ça. Et les Angels ne gagneront pas d'ici la fin de la carrière de Nolan Arenado. Mais non. Puis, il y a deux surprises dans cette liste-là. C'est que les Angels soient là et les Yankees ne soient pas là. Ça ne fait pas de sens si tu dis que tu veux gagner. Je comprends qu'il y a d'autres facteurs, mais c'est inexplicable. Mais entre toi et moi, là, si son agent, il l'approche, puis que son président des opérations baseball, Molignac, il l'approche en disant écoute, les Yankees te veulent, là. Y a-t-il une façon de lever ta clause de non-échange pour les Yankees? T'sais, si les Mets sont là, je vois pas pourquoi les Yankees seraient pas là. Parce que si tu dis, mettons, je veux pas aller à New York pour X, Y raison, fair. Le gars, mais t'es prêt à aller avec les Mets, mais pas les Yankees, vraiment? Mais il doit y avoir une explication. Ben, c'est ça, il y a quelque chose qui cloche. C'est ce qui me fait dire que si du côté des Cards, on vient vers Arenado en lui proposant une éventuelle transaction, j'ai pas l'impression qu'il va lever sa clause. Puis pour moi, en tant que fan des Yankees, moi, je suis très heureux. Là. Je ne veux pas avoir ce contrat-là qui va mal finir à New York. Je pense qu'il y a plusieurs autres options, mais je n'ai pas l'impression que ça va se faire. Il y a Martin qui nous parle d'Arenado ici. Est-ce qu'il veut jouer comme frappeur de choix les Giants pour Arenado? Tu vois, ça serait le genre, une des rares équipes où s'il est échangé là, je le verrais plus au premier coussin, mais je ne le verrais pas comme frappeur de choix. À ce point-ci, je pense qu'il jouerait plus comme premier but, mais je vois pas pourquoi les Giants, qui est une équipe relativement conservatrice avec son argent, on a dépensé beaucoup dans les dernières années. Je ne vois pas pourquoi on mettrait de l'argent sur Arenado. Si on en a besoin, ce serait peut-être plus pour aller chercher aller combler des besoins.
On est en train de construire quelque chose de beau. Là. Tu veux pas nécessairement, là, je vais dire détruire, mais je ne dis pas qu'Arenado détruit un club, mais Non. c'est pas la bonne façon de faire pour ce genre de Mhm. processus-là. Ils sont en train de le faire de la bonne façon, Mhm. mais continuons dans cette lignée-là. Là. Absolument. On a quelques commentaires sur Arenado, je vais les faire tout de suite. Il y a Matt ici qui nous dit Anthony Rendon est plus pour Nolan Arenado, est-ce que c'est possible? Non. Les Cardinals ne toucheront pas à ce contrat-là avec une perche de 100 pieds. Tant qu'à ça, tant qu'à ça, tu vas garder Arenado. Fait que non, je vois pas, je vois vraiment. Tu sais, on peut être surpris, là, puis on a été surpris depuis une couple d'années des fois, là, mais je vais vraiment, vraiment tomber en bas de ma chaise si Anthony Rendon est échangé. Pour moi, il n'y a aucun monde dans lequel il ne finit pas son contrat. J'allais dire à Anaheim, je vais dire sur la liste des blessés. Là, il va se trouver une blessure, il va jouer 10 games par année, puis non, il ne sera pas échangé. Puis qu'est-ce que Nolan Arenado va faire avec Rendon chez les Angels? Honnêtement, ils vont tasser Rendon au premier. Oui, non, mais je comprends. C'est pas le bout qui me dérange parce que les Angels, ils ont vraiment l'air agressifs pour aller chercher un troisième but. Moi, je pense que leur plan, c'est de quand il va être en santé, ils vont le sacrer au premier Rendon, puis anyway, il va jouer 15 games. Oui, mais moi, je parlais les deux dans ce vestiaire-là. Là. Nolan Arenado irait terminer sa carrière avec un gars de ce genre-là. Ah ouais, Comment? Va ailleurs. Là. Va oui, c'est ça. Le seul attrait, c'est de dire je vais côtoyer Mike Trout. Mais tant qu'à ça, là, améliore-toi, fais tes Mike Trout. Il va jouer là. Oui, ça va être une meilleure option. Celle-là, tu vas l'aimer. Nolan Arenado veut peut-être sa suite lui aussi avec les. Oui, ils vont y donner à lui, mais pas à Juan Soto. Non, c'est ça. Ils vont dire on te la donne, mais il faut que tu la partages avec, je sais pas, Josh Chisholm. Quelque chose. Et Sylvain qui nous dit qu'il achète la possibilité de Arenado avec les Mets. Pour moi, en ce moment, les Mets et les Phillies, c'est peut-être les deux possibilités les plus logiques. Ouais. Les Red Sox, peut-être. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il va être échangé, puis j'ai l'impression qu'il s'en va peut-être dans l'Est. Les Mets, tu déplaces Vientos au premier but, surtout si tu ne signes pas Alonso. Tu as tellement de possibilités chez les Mets, tu peux déplacer tous ces joueurs-là. Pour moi, c'est vraiment la destination la plus plausible, surtout qu'on jette l'argent par les fenêtres. Là. Non, clairement. Mais les Mets, là, tu t'en parles, là, on va faire du chemin un peu là-dessus. Ils ont une belle flexibilité avec Vientos parce que la meilleure possibilité, c'est d'aller chercher un joueur de premier. Tu laisses Vientos au 3. Mais si ta meilleure possibilité, c'est de Bregman ou Bohm ou Arenado, peu importe, tu le switches au premier puis tu ne signes pas Arenado. Fait il y a cette flexibilité-là quand même qui est intéressante du côté de New York. Surtout que Vientos, on n'a aucune idée de ce qui va arriver l'an prochain. Là. Oui, il a connu des séries extraordinaires, mais il n'y a rien qui nous prouve que ça va se répéter l'an prochain. Non, c'est clair. On en parle comme si c'était fait. T'sais, il va faire le club, mais j'ai en effet de voir ses performances. Sébastien, c'est l'heure de la période de questions. Dans les commentaires ici qui sont sortis, il y en a un qui est sorti un petit peu. Je l'ai vu un petit peu trop tard, en fait, quand on parlait de Jacques Doucet, mais je veux le placer. C'est mon père qui nous mentionne que si Jacques Doucet était un Anglo, il serait déjà élu. Et je trouve ça intéressant parce que, évidemment, ce n'est pas exactement le même homme, mais les deux ont été là pendant toute la période des expos. Dave Van Horn, il a sa place au temple. Ah, aucun doute sur cette affirmation-là. Là. C'est sûr et certain, ça serait déjà réglé depuis plusieurs années. Malheureusement, ce n'est pas le cas, puis ça ne le sera pas très prochainement non plus. Non, absolument. Luc Alexandre ici qui nous demande pensez-vous que les Mets devraient quand même signer Pete Alonso comme vétéran dans le vestiaire? Définitivement. Puis pas juste comme vétéran. Présentement, qui protège Juan Soto dans cet alignement-là? Juan Soto frappait devant Aaron Judge. C'est pas n'importe quoi, là, mais là, il se retrouve avec les Mets. Il va avoir le même œil au bâton, va être tout aussi redoutable. Mais là, on prend l'alignement actuel des Mets. Ça ne sera pas l'alignement du premier match, là, du match d'ouverture. Mais présentement, je n'affronte pas Juan Soto. Là. C'est bien de valeur, mais tu t'en vas au premier. De toute façon, tu risques de soutirer un but sur balle. Fait que c'est pas vrai que tu vas frapper un circuit. Tu vas t'en aller au premier, puis je vais affronter le reste de l'alignement. Donc, on doit protéger Juan Soto d'une façon ou d'une autre. Ça prend des bâtons parce que Lindor frappe devant Juan Soto. Absolument, absolument. Ça risque d'être 1-2, puis Carlos Mendoza a donné des petits indices là-dessus, puis c'est pas une grande surprise, là, mais on s'attend à ce que ce soit Francisco Lindor
frappeur ambidex comme premier frappeur, et Juan Soto qui frappe de la gauche comme deuxième frappeur, ce qui est un méchant top 2, mais en effet, ça prend un 3 aussi, là, comme tu dis, parce que sinon, je n'ai pas nécessairement envie de l'affronter. C'est toujours sur le thème de Pete Alonso. Il y a Sylvain qui nous dit ici où s'en va Pete Alonso. On a parlé du scénario des Mets, donc Sylvain, permets-moi de twister ta question un peu. Je vais la transformer en si c'est pas les Mets, Sébastien, c'est qui? Ben, la réponse à cette question-là, c'est New York. Où s'en va Pete Alonso? C'est New York. Ben, moi, j'ai l'impression que c'est New York. J'ai jamais vraiment cru, un peu, mais j'ai jamais. Tu sais, si tu me demandes de me prononcer, je pense pas que les Yankees signent Pete Alonso. Pourquoi? Parce que les Yankees sont plus conservateurs au premier but. S'ils signent des joueurs un peu plus vieux, c'est un plus petit contrat. Je ne m'attends pas à ce qu'on donne un contrat dans les 160 ou 200 ou peu importe ce que ça va coûter pour un joueur qui va être vieux au premier coussin et qu'il n'y aura nulle part d'autre où aller. Surtout dans la constitution actuelle de l'équipe où, mais que ce ne soit plus Giancarlo Stanton, le DH, ça va être Aaron Judge. Fait que tu n'auras pas de place pour envoyer un Pete Alonso, mais qui recule et qui ne soit plus assez bon pour jouer au premier coussin puis qui doit devenir frappeur de choix. Donc, je m'attends à ce que si on signe un joueur de premier but, que ce soit quelqu'un de plus vieux ou avec un court contrat, ou que ce soit un Christian Walker, mettons, que lui, tu te dis, OK, lui au premier but, ce ne sera pas un aussi gros contrat, ça va être 3 ans, mais il est beaucoup plus solide défensivement. Je m'attends à ce que ce soit ce profil-là qu'on vise, ou par défaut DJ LeMahieu, là, mais je serais bien étonné que... Non, mais par défaut. Mais je serais bien étonné que Pete Alonso débarque avec les Yankees. Je comprends ton point. Pour moi, Pete Alonso va être capable de jouer au premier but encore plusieurs années. Ce n'est pas un enjeu, selon moi. Mais si je ne me trompe pas, les Yankees n'ont pas eu de circuit d'un joueur de premier but depuis le mois de juillet. Donc, je pense qu'on a vraiment, mais vraiment besoin de puissance qui vient du premier but. Oui, on risque d'aller chercher Cody Bellinger, mais Bellinger va probablement devoir jouer au champ centre si on déplace Aaron Judge dans la droite, ce qui serait la solution idéale parce qu'Aaron Judge, on veut lui enlever un petit peu de responsabilité. Donc, ça va prendre un joueur de premier but. Walker, on semblait s'approcher d'une entente. Là, on s'éloigne. Donc, c'est ce qui me fait dire que Alonso risque d'arriver à New York, mais si j'avais à choisir, il va arriver à New York, mais avec les Mets. Ouais, je pense que c'est la possibilité. Si le prix baisse, j'ai envie de ne pas exclure les Mariners parce qu'ils ont besoin d'attaque. Puis... Mais je suis pas sûr qu'il va signer là. Non, c'est ça. Mais les Cubs, je sais pas. J'ai vraiment l'impression que ça va être les Mets. Je pense que la réponse, c'est vraiment les Mets. Là. Mais ça va être intéressant à suivre. C'est un client de Scott Boras aussi, c'est important à mentionner. Tout le monde. C'est tous mais, les clients de Scott Boras. Mais ce qui est intéressant à mentionner, c'est que ça fait juste 2 ans que c'est un client de Scott Boras. Oui. Fait qu'il a été le chercher avec un but en tête. Clairement. Je sais pas lequel. S'il y avait... Voilà. Peut-être. Écoute, Scott Boras pense à l'argent. C'est ça que tu es en train de me dire, non? OK. Non. Scott Boras, son il aime but, le c'est que... Ouais, ben, son but, c'est que les pirates, ils remontent, puis que les Aces remontent. Oui. Je parle pas des Aces de Vegas, là, je parle des Aces de Sacramento. Oh, ouais. Hey, d'ailleurs, t'as vu que Bob Nightingale, je sais pas s'il était sous là, quand il a tweeté ça. Bob Nightingale qui nous en sort une bonne puis qui nous dit que les Aces d'Oakland, mesdames et messieurs, et non pas les Aces tout court ou les Aces de Sacramento, étaient une grosse menace pour signer Max Fried avant qu'il signe pour 118 millions de dollars et non pas 218 avec les Yankees. Donc, il a fait 2 grosses erreurs dans son tweet. Et la troisième, c'est quand, une couple d'heures plus tard, le GM des Aces de Sacramento a fait « Ouais, non, c'est pas vrai. » C'était une grosse soirée pour Bob. Là. Ça allait pas bien. Là. Oui, c'est ça. D'après moi, il était à côté quelque part. Puis c'était pas son premier martini. Là. Ouais. Ou Ken Rosenthal, quand il nous a dit que Garrett Crochet avait été échangé aux White Sox, puis que le Sandlin, le releveur qui est arrivé dans la transaction des Blue Jays, qui a été échangé aux Guardians, il y a eu quelques petites erreurs quand même. C'était sympathique. Ça allait trop vite. Vive les assises d'hiver. Matt qui nous demande ici, sérieux, les Padres savent-ils faire un plan? Le plan semble toujours être un pas en avant, un pas par en arrière. Moi, je pense que le décès du propriétaire Peter Seidler a vraiment changé la donne. Parce que là, il y a beaucoup de joueurs qui semblent être sur le marché qui ne l'étaient pas nécessairement avant. Scott Boras a confirmé il y a quelques semaines que si Peter Seidler n'était pas décédé,
il arrivait à signer un contrat à long terme avec Juan Soto. Vous savez à quel point Scott Boras aime établir la valeur de ses clients sur le marché de l'autonomie. Pour dire ça 1 an d'avance, ça veut probablement dire qu'il avait mis un chèque de 700. Je ne vois pas un chiffre en dessous qu'il aurait fait signer il y a 1 an parce qu'il tenait vraiment à devenir joueur autonome, puis finalement avec raison. Là, dans l'optique où c'est un mercenaire, ben, il a eu ce qu'il voulait. Moi, je pense que c'est ça du côté des Padres. Mais j'ai l'impression, par la force des choses, Sébastien, qu'il y a une espèce de last dance là, qui va s'installer. Là. Je pense qu'on le sait que si on ne gagne pas cette année, il va falloir faire des coupures à un certain point parce que la pression qui vient d'en haut, c'est plus Peter Seidler qui dit « Oh, ouais, on va chercher tout le monde. » Là, c'est des hommes d'affaires qui se disent « Nah, c'est trop cher. » Là. Parce que, tu sais, San Diego, moi, j'ai entendu la meilleure affaire pour le représenter. OK? À l'ouest, c'est l'océan. Au sud, c'est le Mexique. Au nord, c'est Los Angeles. Puis à l'est, c'est le désert. C'est pour ça que San Diego n'est pas un super gros marché, c'est qu'ils ne peuvent pas prendre d'expansion. Tu sais. Mm-hmm. Mais si tu dis si on ne gagne pas cette année, il va falloir faire des coupures, oui. Mais là, les coupures, on les entend présentement. Là. On parle que les vedettes sont sur le marché, qu'on écoute les offres. Si on veut suivre la parade, si on était sur le point d'éliminer les Dodgers, si on veut répéter ça, puis justement, là, finalement passer au prochain niveau, c'est pas en échangeant Dylan Cease ou en échangeant Xander Bogaerts, malgré son contrat puis ses difficultés, qu'on va réussir ça. Donc, je comprends le commentaire du pas en avant, pas en arrière, mais comme tu l'as mentionné, le décès du propriétaire a tout changé. J'ai 2 commentaires exactement sur les joueurs que tu viens de nommer. Donc, je vais commencer avec Oli ici. Le retour de Bogaerts à Boston, c'est possible. Tu l'avais utilisé comme liner de ton article ce matin pour le texte justement sur les Padres. À quel point tu crois à la possibilité que Boston prenne le téléphone pour dire « Ouais, Xander, on peut-tu le revoir? » Ben, c'est pas impossible. Bogaerts, c'est pas une merveille masquée défensive, mais c'est quand même mieux que tout ce qu'on a à Boston. Donc, on a des lacunes extrêmes défensivement. Je pense qu'il faudrait, si les Padres veulent se départir d'un salaire, il faudrait quand même mettre de l'eau dans notre vin. Je pense pas que Boston prenne tout le contrat de Xander Bogaerts. Donc, je pense qu'il y a une voie qui ramène Bogaerts à Boston, mais ça va prendre des deux côtés de faire des concessions. Pour moi, c'est pas impossible, mais je pense pas que ça soit nécessairement la priorité en ce moment des Red Sox. Là, on a d'autres choses à adresser présentement. Et l'autre commentaire, pardon, sur Dylan Cease. Si Dylan Cease est échangé aux Orioles, est-ce que Jackson Holliday pourrait être le joueur sacrifié? Mon premier réflexe, c'est de dire non. Mon deuxième réflexe, c'est de dire ils ont quand même appelé les Pirates pour Jared Jones contre Jackson Holliday. Ils ont besoin de renforts sur le monticule. Ils ne seront pas capables de se payer Corbin Burns. Je vais te dire non quand même, Matt, mais je vais te dire bonne question. Moi aussi, je vais dire non parce que ça faisait beaucoup plus de sens d'échanger 2 jeunes. Si on parle de Jared Jones, là, dans la construction du club, dans la philosophie, dans le plan qu'on a à Baltimore, pour moi, c'est trop prendrait une cher. prolongation de contrat pour t'assurer qu'ils ne partent pas dans. Mais tu as raison, je n'avais pas pensé à ça. Il reste 1 an ou 2 avant l'autonomie. Fait que ça prendrait une prolongation de contrat abordable. Ça, c'est sûr. Mais même avec une prolongation, on parle quand même de. Il n'est pas vieux, mais il n'est pas jeune non plus. Je pense que si on sacrifie Holiday, comme c'était mentionné, c'est un excellent terme, c'est vraiment un sacrifice. Il faut avoir quelque chose qui va être là encore pour plusieurs années. Baltimore, il y a une rumeur qui est sortie aujourd'hui, je ne sais pas à quel point c'est vrai. Le propriétaire voudrait dépenser, mais le directeur général ne voudrait pas. Ça, c'est quand même particulier. Là. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est réaliste, mais on n'a pas l'habitude, justement, même s'il y a une prolongation de contrat pour Dylan Cease, d'offrir cet argent-là pour un vétéran. On dirait que ça ne fait pas beaucoup de sens. Même si, déjà, le Corbin Burns était là, il n'était aucunement question qu'il soit de retour. Là, donc, j'ai des doutes à ce niveau-là. OK. Nouvelle question que j'invente on the fly comme ça. Est-ce que tu vois un monde où Jackson Holliday est échangé contre un lanceur à la Jared Jones? Un gars que ça fait 1 an, même pas 2, là, 1 an qui est dans le baseball majeur. Je n'ai pas de nom nécessairement qui me vienne en tête, mais un jeune stud. Mais le nom, c'est Jared Jones.
Oui. C'est ça. En plus, supposément qu'il serait sur le marché. Là. Donc, pourquoi pas répéter l'offre qu'on a faite puis essayer que ça fonctionne? Pour moi, c'est un no-brainer. Ça serait un win-win pour les deux. Moi, je pense qu'il peut y avoir un monde où ces deux formations-là sont satisfaites puis qu'on trouve notre compte, surtout du côté des Orioles où on a un besoin criant dans la rotation. Là, on n'a absolument personne en ce moment. On va voir ce que ça va donner, évidemment, mais je pense que ça va brasser quand même à Baltimore parce que je ne suis pas en train de te dire que leur fenêtre se referme, là, évidemment, mais tu sais, il va falloir qu'ils passent au prochain niveau quand même. Là. Mais c'est pas que la fenêtre se referme, c'est que là, les Red Sox commencent à redevenir les Red Sox qu'on a connus, tranquillement, mais sûrement. Les Yankees sont encore là. Les Rays, on n'en parle pas trop. Les Jays, on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Mais si tu as déjà les Yankees et les Red Sox qui s'amènent à ton niveau, ça commence à être déjà beaucoup plus difficile que s'il y a seulement les Yankees. Oui. Puis éventuellement, ben, il y a des jeunes qui vont s'avancer vers l'autonomie. Puis, écoute, comme Oli nous dit, c'est tous des clients de Scott Boras. Je vais t'en rajouter 2 des clients de Scott Boras. Jackson Holliday, Gunnar Anderson. Fait que ces gars-là, tu ne peux pas les locker à long terme. Moi, je pense que de la gang, je serais bien étonné que dans les prochaines années, on n'ait pas consenti un contrat à long terme à Adley Rutschman. Là, je pense que ce gars-là, ça ne s'approchera même pas de l'autonomie, puis on va s'assurer qu'il reste à Baltimore pour longtemps. Les autres, ils vont attendre, là, ils voient le marché. Oui. Receveur, c'est pas pareil parce que tu en as juste un receveur, mais un joueur d'arrêt-court peut dire tu me donnes 50 millions de plus, mais bien sûr, je vais apprendre le troisième coussin. Tu me donnes 75, je vais faire comme Marcus Semien, puis je vais devenir un extraordinaire joueur de deuxième but. Catcher, c'est plus dur. Oui, puis catcher de la trempe d'Adley Rutschman, ça court pas les rues. Donc, s'il y en a un à locker à long terme, c'est lui, puis ça va être lui. Je pense que oui. On reste sur le thème des Orioles. Est-ce que Tyler O'Neill peut remplacer Anthony Santander? Et on rappelle qu'il a signé un contrat de 3 ans. Je vois ton nom. Est-ce qu'il peut remplacer la version 2024 d'Anthony Santander? Non. Est-ce qu'il peut remplacer Anthony Santander si c'était juste un flou et qu'il frappe juste 16 circuits l'an prochain? Peut-être. Ben, moi, il y a deux choses. Santander est un frappeur ambidextre. Ça, c'est vrai. Puis Tyler O'Neill est très propice aux blessures. Donc, je ne vois pas une avenue où O'Neill peut remplacer la production de Santander, même si elle va être réduite par rapport à 2024. Je suis quasi sûr qu'il ne répétera pas ses exploits, mais je ne pense pas que ça devienne un flop non plus. Donc, pour moi, cette production-là ne sera pas comblée totalement par la venue d'O'Neill. J'aime ça. C'est quand le draft cette année et qui serait à surveiller? Le repêchage est au mois de juillet. C'était dans les alentours du match des étoiles. Juste avant, oui. Juste avant. Et qui va être à surveiller? On a parlé de son frère dans les dernières minutes. Jackson Holliday, qui a été le premier choix en 2022. Et en 2025, ce sera Ethan Holliday, qui visiblement s'en va pas très loin à Washington parce que c'est les Nationals qui ont gagné la loterie dans les derniers jours. Moi, je m'attends à ce que ce soit Ethan Holliday qui soit repêché. Ouais. Évidemment, il y a une saison de baseball de printemps à jouer qui peut changer la donne. Mais si ça ne change pas, et je pense que d'ici une couple d'années, si les deux frères veulent se voir, là, ça ne sera pas un très long voyagement. Là. Tu prends l'auto, puis je m'en vais souper chez mon frère, puis je reviens coucher chez nous, puis j'arrive avant le couvre-feu. Là. Oui, c'est ça ne sera pas compliqué. C'est sûr qu'il reste, comme tu as dit, une saison à jouer. Il reste la facette des pôles d'argent aussi à accorder à un joueur ou à un autre par les formations. Mais quand même, ils ne sont pas très bons dans cette famille-là à balle. Hein? C'est assez difficile. Hein? Je pense que Matt Holliday s'enligne pour être le pire des Oui, c'est ça. Puis, pas un vilain joueur de balle. Là. Non, c'est ça. On a vu pire, mettons. On a vu pire. C'est peut-être pas un bon coach de banc, par exemple. Là. Il a duré 0 match. C'est drôle, hein, ça. Il y a une couple d'années, il a accepté la job de bench coach à Saint-Louis. Puis avant le début d'année, il a fait ouais, je veux passer du temps en famille, fait que je m'en vais. Ça te tentait pas d'y penser avant? C'est ça. Ta famille vient d'apparaître, là, tes enfants ont 20 ans, puis tu viens d'allumer. Peut-être qu'il est arrivé quelque chose, là, j'ose espérer, là, mais c'était quand même particulier. Ouais. Ça se peut. Sylvain nous dit alors, si je vous comprends, Lindor, Soto, Alonso, Arenado, on donne-tu la série mondiale aux Mets tout de suite? Non.
pas tant qu'ils ont cette rotation-là. On en a parlé au début, mais non. c'est pas impressionnant. En fait, je dis ça, puis regarde, les Dodgers, ils ont gagné avec quoi, là? Mais non, Ben, c'était mieux quand même. C'était mieux. Là. c'était mieux. Ouais. C'était mieux. Mais non, ça va jouer sur le terrain. Puis, tu sais, Sylvain, il y a un facteur qu'il ne faut pas oublier aussi, puis c'est le facteur les Mets. Là. C'est tout est arrivé, Sébastien. Oui, LOL Mets, ça, oui, c'est ça. Yonis Cespedes, là, avec son histoire. C'était quoi son histoire déjà? Ah oui, Il c'était n'y avait quoi? pas un bélier là-dedans, là, ou je sais pas trop. Non, c'était pas un C'était bélier. un sanglier. Ouais, oui, c'est ça. Il s'était fait mal à un pied à cause qu'un sanglier. Il était tombé dans un trou de sanglier ou un sanglier il avait pilé sur le pied, je ne le sais pas. Mais c'est une histoire qui ne serait pas arrivée avec les Yankees. C'est une histoire qui arrive juste chez les Mets. Là. Puis c'est une histoire qui arrive seulement quand les Mets ont une bonne équipe aussi. Ouais. Quand on les attend pas, comme cette année, il ne s'est presque rien passé. Mais là, l'an prochain, là, c'est là. Tu sais, là, 2 ans, on l'a vu. C'était tout croche, autant dans le vestiaire que sur le terrain. Mais là, j'ai hâte de voir l'an prochain. Là. Avec la pression, avec j'allais dire, les journalistes qui vont être là sont quand même là parce que ça reste le marché de New York. Mais là, tu as Juan Soto qui est là, qui a signé un contrat de 765 millions qui doit répondre. Ça va être une jungle. Puis on ne sait pas comment les joueurs des Mets vont réagir dans cette situation-là. J'ai hâte de voir ceci étant dit parce que moi, il y a quelqu'un en qui j'ai très confiance en termes de baseball, puis c'est David Stearns. Moi, j'ai l'impression que, tu sais, on dit que le leadership part d'en haut. Tu sais, ça part de Cohen là, dans cette optique-là, mais David Stearns, comme président des opérations baseball, il a fait de la magie à Milwaukee. Je pense qu'il est capable de créer quelque chose de bien avec cette magie-là, mais en disant en plus, hey, tu as le budget pour signer Soto puis qui tu veux. Oui. Je pense qu'il est capable de créer un environnement baseball qui se respecte. Mais je me trompe peut-être. Peut-être que le facteur Mets va être plus important, mais j'ai confiance en David Stearns dans la vie. Moi. Non, je pense que tu as raison, tu ne te trompes pas. Seul bémol, est-ce que dans cet environnement magique-là, Carlos Mendoza est l'homme de la situation? Ça, peut-être, je suis moins sûr. Bonne Là, question. est-ce que Stearns va amener l'homme vraiment qui va faire la différence? Peut-être. Mais je ne suis pas sûr qu'en ce moment, ce soit nécessairement le gars que si se passe des choses bizarres, là, comme ça arrive, là, que c'est lui qui va rallier les troupes. Je ne suis pas sûr. Qu'est-ce qui te fait douter? Parce que, c'est l'homme de Stearns, c'est lui qui l'a choisi, il n'en a pas hérité. Oui. Puis 2, jusqu'à preuve du contraire, on ne les attendait pas en série de championnat en 2024, puis il s'est rendu là. Qu'est-ce qui te fait douter de Carlos Mendoza? Mais c'est justement, il n'y avait pas de pression, il y avait, tout allait bien, on a clutché au bon moment. Je ne dis pas que ce n'est pas l'homme de la situation, je dis juste que j'ai un doute quand ça va être difficile, qu'on va rencontrer des embûches, qu'on va avoir de la pression, que les médias vont s'en mêler. C'est là qu'on va voir vraiment la vraie valeur de Mendoza. Puis on verra à ce moment-là si c'est lui qui va les amener au prochain niveau. Christian Walker, avec quelle équipe il pourrait se retrouver? Il y a le nom des Yankees qui est revenu au premier coussin. Moi, si tu me nommes un premier but, je vais te nommer les Mariners encore, là, même si personne ne veut signer là-bas, là, mais je vais te nommer les Mariners. Le nom des Nationals qui est ressorti. Les Nationals qui pourraient aussi signer Gleyber Torres, attention, comme joueur de troisième coussin, ce qu'il avait refusé de faire à New York. T'sais, les Yankees sont comme, veux-tu aller au troisième? Puis il est comme, non, bro, je suis correct. Puis là, pour les Nationals, ils pourraient faire, ouais, ok, je vais y aller, ça va être cool, je vais faire tout ce qu'il faut. D'ailleurs, je vais revenir à ta question, Martin, parce qu'elle est intéressante, là, mais je me suis craqué tout seul sur Gleyber Torres. Je comprends qu'il y a une nuance entre le faire dans une course aux séries puis le faire pour une équipe poche avec un camp d'entraînement. Mais si Gleyber Torres s'en va jouer au troisième coussin pour les Nationals, énorme manque de respect envers les Yankees. Oui, certain. Puis, tu sais, si Gleyber Torres n'est pas capable de faire le travail à l'arrêt-court, qu'il n'est pas capable de le faire au deuxième défensivement, il ne le fera pas au troisième but non plus. Là. Ça n'arrivera pas. Là. Non, je vous le garantis que ça n'arrivera pas. Donc, je ne sais pas pourquoi les Nationals. Ben là, je dis ça en tête, on ne le sait pas. Là. Ils ont de l'intérêt. Si tu le places au deuxième but, je peux comprendre. Mais là, de prendre Gleyber Torres puis de le déplacer, là, c'est pas Jazz Chisholm Jr., là, c'est Gleyber Torres. Là. Tu sais à quoi t'attendre. C'est pas très logique. Puis pour répondre à la question de Martin, tu parlais des Mariners. Si un joueur qui peut se retrouver avec les Mariners, ce serait Walker. 34 ans. Il va peut-être. On parlait d'un contrat de 3 ans. Avec les Mariners, on signerait peut-être un de 4 ou 5 ans, justement, parce qu'il n'y a personne qui veut aller signer là comme frappeur. Si on est lanceur, on veut y aller. Comme frappeur, on ne veut pas. Ça ne marche pas. Non. Donc, s'il y a un joueur qui pourrait se retrouver à Seattle, ce serait lui. Puis ça pourrait faire du sens. J'aurais dit les Yankees il n'y a pas très longtemps.
Mais là, on semble se prendre des chemins différents dans les deux clans. Donc, les Mariners, t'as amené une bonne possibilité. Vraie question. Les Mariners, là, ils pourraient-tu faire comme les Orioles puis bouger leur clôture? Parce que Hey, ça, les c'est un gens. autre dossier. Hey, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, Michael Elias, durant les assises d'hiver, il parlait à MLB Network, puis ils ont reculé la clôture, puis là, cette année, ils vont la rapprocher. Puis là, il s'est fait demander pourquoi vous la rapprochez encore, puis il a répondu ben, c'est parce que je voulais signer Tyler O'Neill puis Gary Sanchez. Hey, c'est n'importe quoi. Non, mais c'est quoi? C'est pas une cour d'école que tu avances, tu recules les clôtures, là, c'est un stade de balle. C'est Hey, exceptionnel. on recule la clôture pour nos lanceurs, on la ramène pour nos frappeurs d'une année à l'autre. Là. Puis là, après ça va être dans la droite, je présume. On va selon quel bord nos joueurs frappent. Hey, quelle niaiserie. Moi, je pense qu'ils vont peser sur un bouton, ça va prendre 1 minute et demie l'avancer puis la reculer, puis ils vont le faire à chaque demi-manche. C'est bon. Tu vas avoir les toits rétractables et les clôtures rétractables. C'est Oui, excellent, ça. c'est le futur. Hey, donne-leur pas l'idée, s'il te plaît. Parle-moi d'un avantage du terrain. Oui. Littéralement. Oui. Donc oui, on va te nommer ces noms-là, Martin. Il y a Patrick ici qui nous mentionne on pourrait tout de suite faire la finale Yankees-Dodgers et éviter 162 matchs. On n'est pas encore là. On n'est pas encore là. Ben, Sous-estime pas plusieurs clubs. Mais en même temps, je te dis ça, puis tu regardes dans l'américaine, je te dis pas que les Yankees, ça va être super facile là, parce qu'ils ont perdu un joueur important quand même. Là. Mais si je te dis nomme-moi une équipe claire qui peut se rendre, j'ai de la misère à t'en nommer une. Ben, en ce moment, ce serait les Yankees parce que oui, on s'est pas amélioré, mais les autres formations non plus. Puis il reste que la centrale, c'est relativement faible, malgré Ouais. que les Royals progressent, que les Tigers progressent. Les Astros, on n'a aucune idée de ce qui va se passer. On risque d'échanger Cal Tucker, Framber Valdez, donc on ne le sait pas. Les Rangers risquent de revenir un petit peu, mais il reste qu'il n'y a pas, comme tu l'as mentionné, il n'y a personne qui sort du lot. Puis on le sait que les Yankees, à moins d'un changement majeur, vont s'améliorer. Peut-être pas au point de remplacer la production de Juan Soto, mais quand même, c'est beaucoup plus facile de sortir de l'américaine que de sortir de la nationale. Matt qui nous demande ici pourquoi les White Sox ou les A's n'ont pas pu gagner le premier choix. On parle ici du repêchage. Avec leur fiche poche, c'est vraiment poche pour eux, justement. C'est une question d'argent, en fait. Corrige-moi si je me trompe exactement, Sébastien, mais avec le nouveau format de la loterie, tu ne peux pas 3 années de suite participer à la loterie si tu reçois de l'argent de la taxe de luxe de certaines organisations. C'est en plein ça. C'est Voilà. exactement. C'est parce qu'on reçoit de l'argent du partage de revenus, il faut comme Partage de revenus, c'est ça le mot que je cherchais. ouais, il faut compenser en pénalisant un petit peu les équipes pour pas qu'ils se retrouvent toujours avec un choix dans le top 5. C'est ce qui les propulse un petit peu plus loin. Ils ne pouvaient pas repêcher plus haut que 10 et 11 respectivement, là, les Aces et les White Sox. C'est ce qui complète. Attends une minute. Il y a une question qui vient de rentrer ici, Matt. Je vais la faire en dernier. Comment voyez-vous la saison des Reds l'an prochain avec Terry Francona et sa santé fragile? Est-ce une erreur des Reds? Moi, je pense que c'est Francona qui a décidé de partir de Cleveland à cause de sa santé. S'il décide de revenir, je pense que c'est parce qu'il est en santé. Là, je pense pas que c'est le genre de gars qui dirait ah, je vais être correct, puis au pire, je vais prendre une chance. Je pense qu'il est relativement certain de sa shot. Évidemment, un pépin de santé, ça peut arriver. Ouais. Mais est-ce une erreur des Reds? Définitivement pas. Je pense que c'est un excellent coup. Non, dans les deux clans, je pense qu'on s'est parlé et qu'on n'a pas pris de risque. Les Reds, on est en train de progresser. Fait on ne peut pas amener un gérant qui ne sera pas là dans 2 semaines. Là. Il faut construire quelque chose de solide. Puis non, ce n'est pas une erreur parce que, à moins d'une catastrophe, Francona va faire la saison et plus encore s'il demeure en santé. Puis d'avoir un gérant de cette trempe-là, là, ça ne s'achète pas. Puis les jeunes joueurs des Reds vont progresser beaucoup plus vite qu'ils l'ont fait dans les dernières saisons. 2 commentaires par rapport à ça. Il y en a un qui est plus intelligent que l'autre. Je vais commencer avec le commentaire plus épais. Terry Francona pourrait être le premier gérant à devoir lui aussi subir un test physique avant d'officialiser son contrat. Ça, c'est de 1. De 2, si on finit avec quelque chose d'intelligent, j'ai de la misère à avoir un meilleur gérant que Terry Francona pour amener Eli de la Cruz au prochain niveau.
Excellent point. Excellent point. C'est un talent brut, c'est un diamant qu'il faut polir. Puis s'il y a Ouais, quelqu'un qui peut polir un diamant, c'est Francona. absolument. Ouais. Absolument. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là pendant 90 minutes. Merci à Sébastien d'avoir été là pendant 85 minutes. Oui, désolé encore. Il n'y Pas de avait pas de problème. contrôle. Ça a été encore une fois très le fun là, de lire tous vos commentaires. Sachez que c'est l'avant-dernier podcast avant le temps des fêtes parce qu'on vous aime bien, mais on n'en fera pas le 26. Donc, le dernier podcast de l'année 2024 va avoir lieu jeudi le 19 octobre. Puis on vous reviendra avec les détails de quand est-ce qu'on revient en 2025 parce qu'on n'a pas décidé là, de la date exacte encore. Là, on verra selon à quel point on est tanné de se parler un ou l'autre pour ça, se donner un petit break Parler avec du vrai monde, là. C'est ça. Hey, lui, il a des enfants entraînés là, s'il veut que ça Oui, se c'est rende ça. jusqu'à MLB. D'ailleurs, j'entends des balles. Oui, c'est bon, ça se poursuit. C'est ça, il va avoir Oui, besoin d'eau bientôt. C'est pour ça qu'on met fin au podcast. oui, D'ailleurs, c'est il ça. faut que tu ailles l'abreuvoir. Pour ceux qui ont manqué le début, allez le réécouter là, parce que ça peut paraître bizarre. Ouais, c'est ça. On n'est pas des Oui. monstres dans la vraie vie, là, Non, non, juste c'est en ça. blague. C'est ça. Donc, merci à tout le monde là, qui ont posé vos questions en live sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube. Et merci à ceux, Sébastien, aussi, qui nous écoutent dans un format podcast un petit peu plus régulier. Oui, exactement. Et qui vont pouvoir aller réécouter le début pour mettre tout ça en contexte. Là, cette Ouais. fin un petit peu bizarre. Mais oui, on va placer l'épisode de ce soir dans quelques minutes sur toutes les bonnes plateformes de podcast et bien sûr sur notre site web passionmlb.com. On continue de publier des articles jour après jour. On suit l'actualité, les rumeurs, les signatures, les transactions. Donc, suivez-nous. Je pense que de semaine en semaine, on voit cette communauté-là qui est présente. Donc, continuez à nous suivre. Allez vous abonner à nos différentes plateformes. Puis, c'est ce qui va faire qu'on va avoir de plus en plus de gens qui vont jaser de baseball comme on l'a fait ce soir. Absolument. Donc, venez nous lire sur Passion MLB, commentez sur Facebook, sur Twitter, peu importe. On est là pour partager cette passion-là du baseball. Sébastien, j'ai-tu dit 19 octobre au lieu de 19 décembre parce que. Hey, je m'en suis même pas rendu compte, mais une chance que ton père est là. Oui, c'est ça, Ouais. mais c'est temps plein, hein, une job de parent. C'est toujours Oui, là oui, pour surtout avec rattraper toi. les. Ouais. Oui, c'est ça. Oui. Fait que bon, si j'ai dit octobre, je voulais bel et bien dire 19 décembre, là, bref, celui de la semaine prochaine. Oui. Soyez là jeudi prochain comme d'habitude, puis on va être là. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là, puis on se dit à la semaine prochaine, le 19 décembre.